Bonsoir à tous, bienvenue dans le 9-10, voilà, hein, c'est un 9-10 qui revient et qui a pas de souci, c'est pas un vrai 9-10, hein, il faut dire les choses. On a été absent, on a été absent bien 3 semaines, hein, ce qui a permis, et donc je le disais tout à l'heure à OBS, de flinguer absolument tous mes réglages. Merci à toi, cher programme. Maintenant, on va pouvoir y aller, on va pouvoir se lancer dans cette nouvelle émission. Pourquoi pas le 9,5? On lancera peut-être un sondage un jour sur, sur le nom de l'émission, parce que 9-10, c'était voilà, d'origine, ça devait durer 60 minutes, ça n'a jamais duré 60 minutes, ça a toujours duré plus, et vous allez voir ce soir que le programme, il est assez chargé. Alors, comme on a déjà pris un peu de retard, et comme je sais qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté de moi, là, ici, là, qui va devoir partir assez vite, je vais vous envoyer tout de suite le sommaire de l'émission. Vous allez voir, il est assez chargé. On a changé un petit peu l'organisation du 9-10, parce que c'est la nouvelle saison. Alors forcément, qui dit nouvelle saison, dit nouveauté. Il n'y a pas encore nouvel habillage, hein, parce que voilà, hein, faut pas abuser. Voilà, on va se focaliser sur nos continents. On va donc diviser l'émission en 3 parties. Une partie Afrique, une partie Asie, une partie Amérique, avec dans chaque cas une actualité et un petit dossier. Alors vous le voyez, sur l'Afrique, on va évoquer la C1 africaine et on va partir sur un petit dossier d'une chose qui a bien énervé PM ces derniers temps. On va parler un petit peu de spiritualité en Afrique et dans le football africain. Ensuite, on ira en Asie évoquer l'actualité avec Baptiste et on s'intéressera à un dossier qui concerne on peut le dire, hein, sans trop spoiler, Baptiste, un géant du football sud-coréen, Seongnam, qui est menacé, hein, tout simplement, de disparition. On en parlera après. Ensuite, on ira donc du Alors, côté. Oui, alors, par vas-y. contre, c'est Songnam. Songnam, pardon. C'est vrai. Ah, C'est ouais, mais Songnam. Pas besoin de mettre le Céon. c'est C'est vrai, Songnam. Songnam. Alors voilà. Mais après, tu as l'habitude avec les lives Kylie que je défonce absolument tout ce qui se prononce en coréen. Donc, donc on change pas une équipe qui gagne. Ensuite, on ira donc du côté des Amériques, plutôt sud ce soir, avec quelques actus et un dossier, si on est encore à l'heure, avec Pierre, qui évoque Mao Molina dans le chat, on va en parler. Et puis on vous présentera le magazine numéro 20 et vous aurez vos rendez-vous habituels. Avec les Golasso Hello et les rendez-vous de la semaine. Effectivement, peut-être quelqu'un nous a marabouté. Commence pas à nous mettre PM en colère. Nostromo, parce que tu vas voir, il est très chaud sur le sujet. Donc voilà le sommaire de l'émission. J'espère que vous êtes tous bien installés. On a déjà pris un peu de retard, donc ce que je vous propose, c'est qu'on y aille direct. On va donc commencer par l'Afrique. Et qui dit Afrique, forcément, dit Pierre-Marie Gosselin. Salut PM. Salut Nico, salut à tous. Je me suis fait piquer mon intro là par le chat. Je voulais justement dire que ils ont lu le sommaire, ils se sont dit oula, attention. Mais c'est peut-être le cas en fait. C'est bien tenté. J'ai senti qu'à un moment, tu commences à te perdre un peu tes nerfs. C'était quand même pas mal, hein. Puissant ce marabout. Il est très puissant. On va en parler dans un instant des marabouts africains parce que ça fait partie des sujets qui t'ont bien chauffé quand même, hein, ces derniers temps. Donc voilà, on va en parler dans un instant. On va d'abord se focaliser, je le disais, sur l'actualité africaine. L'actualité africaine, ça va être... on va commencer au Bénin. Allez, on va commencer au Bénin avec toi, puisque c'est tombé courant du mois d'août, hein, c'est ça PM, on a assisté à la fin des écureuils. Et avant de te lancer, ce que je vous propose, c'est d'écouter tout simplement le président de la fédération qui nous annonce la fin des écureuils béninois. Moi, Mathurin Tichakis, président de la Fédération béninoise de football, vous confirme. Nous avons déjà adressé le courrier à notre bureau de tutelle pour lui demander l'autorisation de changer le nom de l'équipe nationale. À partir de ce jour, il n'y aura plus d'écureuils au Bénin au niveau du football. À partir de ce jour, nos footballeurs s'appelleront les guépards. Les guépards béninois qui vont donc remplacer les écureuils. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, PM, sur ce changement de nom ? Le président de la fédération, Mathurin de Chapis, a un peu tout dit.
C'est vrai. J'ai pas entendu, moi j'ai pas le retour du son du Twitch, alors je sais, je l'ai écouté là, je l'ai pas réécouté avant l'émission, mais Bon, je me il souviens disait, qu'au il moment, officialisait le c'était changement de assez nom. marrant quoi. Il n'y a plus d'écureuils, Voilà. dorénavant ce sont les guépards, un truc Voilà. comme ça. Les guépards béninois. Non, bon, en fait, c'était intéressant d'en parler. Bon, déjà, ça doit pas être si commun que ça, les changements de nom pour une sélection. Changement de nom, qui dit changement de nom, changement de logo et tout. On attend de voir, hein, parce que voilà, il a annoncé ça, mais en fait, apparemment, c'est en discussion avec la FIFA et tout. Bon, à voir. En tout cas, en fait, l'histoire un peu derrière, c'est qu'on se dit que les écureuils, ça fait pas assez peur au milieu des lions et des trucs comme ça, là, des fennecs, enfin des autres nations, des panthères et tout ça. Du coup, ils se sont dit, c'est peut-être à cause de notre nom qu'on n'arrive pas trop à performer. Et du coup, l'écureuil devient guépard. Alors, pour avoir vu un petit peu, c'est validé, hein, Mino26 qui nous explique que le Bénin prend un nouveau guépard. Euh, c'est- je pense que celle-là plaira beaucoup à mon fils. C'est validé. Euh, en bossant un petit peu, en préparant un petit peu l'émission, j'ai vu que le Bénin avait déjà essayé, hein, il y a quelques années. J'ai vu en 2008 qu'ils avaient lancé une première fois le processus. En 2018 aussi, ils avaient relancé la chose. J'ai même vu qu'à une époque, je crois que c'était Steve Mounier qui avait proposé les pitons. Parce que voilà, Il y a des pitons à Ouida, justement, on va en parler un peu plus tard, mais ça fait partie de. Il y a le temple des pitons, en fait, qui est un haut lieu du vaudou, et du coup, j'imagine que c'est à cause de ça qu'ils s'étaient dit les pitons. Pourquoi pas, le guépard, après, il y en a. Il y a un parc. Il y a un parc où on peut faire des safaris au nord du Bénin, donc il y a des animaux, il n'y a pas le Big Five, comme on dit, comme en Afrique de l'Est, comme en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud, mais il y a quand même des lions, des trucs comme ça, des éléphants et tout, donc bon, il y a des guépards aussi. Voilà, bon, moi je trouve que là, on en avait parlé la dernière fois, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, je pense, c'est dans un des premiers 9-10. À l'époque, ils avaient trouvé un nom encore plus bizarre, le ratel. Et on était sur les ratels du Bénin, et bon, finalement, vaut mieux les guépards, hein, mais toi qui as vécu au Bénin, c'était un vrai complexe, le surnom écureuil, ou ça te surprend toi aussi qu'on ait envie de changer de nom? Même si on le voit, Moi, je trouve ça ça. fait 15 ans, hein, ils essayent de changer le nom. En fait, le truc qu'il y a, c'est que le Bénin, c'est un petit pays et il y a un des slogans qu'on entend souvent, c'est petit par la taille, grand par l'esprit, un truc comme ça. Donc en fait, c'est vrai que ça collait bien parce qu'en plus, le nom des écureuils, c'était le petit animal qui peut vite grimper dans les arbres ou un truc comme ça, qui peut monter haut sur les cimes. Enfin, il y a une histoire comme ça. Du coup, c'est vrai que ça collait bien avec le pays. Donc bon, maintenant, je ne sais pas d'où ça vient. Vraiment, c'est un peu comme si c'est comme si les gens ils disaient que c'était à cause de ça qu'ils perdaient vraiment, tu vois. Il y a un peu de ça, comme si ça allait régler tous les problèmes. Et bon, ouais, je sais pas. Et Moi, je trouvais que ça collait bien avec la taille du pays et tout ça. C'était un. Et la décision, il n'y a pas eu de consultation, on est d'accord. Ça a été annoncé par Mathurin de Charcus qu'on a entendu. Il n'y a pas eu de consultation. Hein. Voilà, on a choisi Guépard. Non, il y a un an, c'était les ratels, donc ça avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Les gens ils disaient, mais c'est n'importe quoi, tu passes de l'écureuil au ratel. Déjà, le ratel, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui doivent les connaître. Ouais. Et, et du coup, là, franchement, moi, je sais, c'est un peu la lubie du président de la fédération, là, depuis qu'il est au pouvoir, qui voulait changer ça. Et je me souviens d'avoir parlé avec l'ancien président de la fédération, celui Anjorin Moucharafou. Et à l'époque, justement, moi, je me demandais, mais pourquoi ça s'appelle les écureuils du Bénin? Et il m'avait répondu, pourquoi ça s'appelle le coq? Okay. Du coup, j'étais là, je fais, bon, ok. Et puis c'est après, quand j'avais fait un travail de recherche, là, un peu plus pour parler du Stade de l'Amitié, je crois, dans un des mags. Et c'est là où j'avais trouvé cette anecdote qui disait que l'écureuil, c'était un petit animal qui pouvait monter très très haut et que du coup, ça collait avec le pays. Et c'est pour ça que cette affaire de changement de nom, moi, ça me fait doucement marrer. C'est plus la politique plus qu'autre chose, quoi. On n'a pas eu de réaction au niveau des joueurs. Hein. J'ai pas regardé. Hein. Non, pour l'instant, rien du tout. Moi, il y a une athlète qui court le 800 mètres, qui faisait les Jeux Olympiques et qui vient du nord, justement, de cette région où il y a les parcs. Et du coup, son surnom, c'est la Guéparde. Et du coup, elle dit, bon, vous m'avez un peu volé mon nom déjà, c'est pas très cool. Et donc, elle va s'appeler l'écureuil. Ouais, ça va faire un peu moins stylé pour une athlète de 800 mètres. Mais bon, non, mais moi, j'ai rien vu.
Il y a un peu de bisbille parce qu'il a annoncé alors que c'était pas vraiment officiel. Le ministère des Sports n'avait pas non plus donné son accord. Enfin bon, ouais, moi j'y vois plus derrière des manœuvres politiques plus qu'autre chose, quoi. Ouais. C'est vraiment, voilà, ils n'ont pas remis de trophée au vainqueur du championnat. Le plus important, c'est de trouver un nouveau nom pour la sélection. Alors que je vois que Nostromo et Mino sont extrêmement en forme dans le chat. Les guépards qui veulent pas faire tâche. Voilà, vous êtes très très bons. Bravo. Je vois que voilà, ça fait du bien la petite pause parce que vous revenez très en forme. Voilà, bah écoute, c'était un petit peu la. Ils se sont pris pour des glands, très bien, Baptiste, bravo. Voilà, on va passer à la suite par rapport à cette info qui. Alors après, ils ont. Le président de la Fédé a dit qu'ils avaient entamé la procédure. C'est pas encore totalement officiel, c'est-à-dire que. Ou ça l'est véritablement. Comment ça fonctionne dans ces cas-là, tu sais, ça, PM? Non, franchement, je sais pas. C'est pas officiel du coup parce que il a dû faire. Donc la personne qui l'avait interviewé là, a dû supprimer sa vidéo et tout ça parce qu'il s'est un peu emballé en fait. Le mec, il a dit les écureuils, c'est terminé. Mais dorénavant, le football n'aura que des guépards. mais Est-ce qu'il a soufflé dans le il y a ballon à l'issue de rien, il y a l'interview? rien. Le dossier, il est à la FIFA. J'imagine que ça va prendre vachement de temps avant de pouvoir changer de nom comme ça. Ça change le nom de la sélection et tout. Enfin, c'est. Non, non, j'avais lu après comme quoi le dossier avait été déposé à la FIFA pour faire la demande officielle de changement et tout ça. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Et la vidéo avait été supprimée. C'est pour ça que c'était cool. J'ai réussi. Enfin, on n'a pas voulu la supprimer, même si c'était prévu pour il y a un petit moment. On l'a quand Ouais, même mais c'est gardé bien de la dans un mettre. coin. C'est bien de ressortir les dossiers un peu comme ça. Non, mais c'est de la. Ouais, pour moi, c'était plus aussi un moyen d'afficher le président de la fédération parce que. Bon, ça navigue à vue, ça fait un peu du semi-n'importe quoi. Mais là où c'est intéressant, c'est que tu t'aperçois que pour un surnom, ils vont en parler à la FIFA. On parlera de la FIFA tout à l'heure sur une affaire. Je suis pas convaincu que la FIFA en ait grand chose à faire que le surnom. Je veux dire, ils ont pas changé le nom du pays. Donc, Non, mais enfin, c'est quand même le truc, c'est que nous, on dit l'équipe de France, mais on dit pas les coqs de France ou je sais pas, il n'y a rien par rapport à notre logo ou comme ça. non. Alors que là, on dit vraiment les écureuils du Bénin, les panthères du Gabon, les lions de la Teranga, etc. Ça fait vraiment partie de l'appellation des équipes en fait. Et du coup, ben, je pense qu'en Afrique, ça a une résonance peut-être un petit peu plus importante. Le côté surnom, entre guillemets, c'est vrai que tu dis c'est un surnom, mais en fait, c'est plutôt le nom de la Ouais. sélection en tant que tel. On ne parle pas de la sélection du Bénin, on va parler des écureuils. Pas forcément ici en France, mais quand tu vas parler en Afrique, ça va être ça. Même les anglophones, ils vont dire les squirrels. Vous m'excusez pour mon anglais Magnifique. On catastrophique. dirait mon coréen, dis donc. Et non, du coup, c'est vraiment pour le coup, le surnom a une importance plus importante pour les sélections africaines qu'en Europe. Du coup, pour moi, c'est normal aussi quand même que la FIFA valide, accepte, parce que ouais, ça change le nom de la sélection clairement. Et on va plus parler des écureuils du Bénin, mais des guépards du Bénin, ou si ça se fait comme ça, ou peut-être des ratels s'ils décident de revenir en arrière, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous trouver comme autre nom, des agoutis, ou ce qu'ils veulent, mais l'idée, c'est. Non, je pense que vraiment, il y a besoin quand même que la FIFA D'accord. valide la chose, quoi. Ou si c'était pas la FIFA, ça aurait été la CAF. La CAF, ouais, Mais c'est ça. J'aurais dit au moins, à la limite, la CAF. Mais franchement, je pense que la FIFA, écoute, on ouais, verra non, bien. il avait dit que le dossier était parti à l'étude, enfin que le dossier avait été donné à la FIFA, donc j'imagine que. Bah bon, après, ça, c'est alors, vrai, quoi. pour reprendre le commentaire de Nostromo qui nous suggère que ça pourrait être aussi le côté marketing, dans le sens où le guépard, c'est plus vendeur qu'un écureuil. Je sais pas ce que t'en penses, PM, on te pose la question, mais je suis pas convaincu non plus Vous que pensez que les le panthères du marketing au Gabon. Bénin soit très développé. Hein. Non, mais ça va faire. On peut même pas acheter de maillot, donc à partir de là, déjà, ça devient compliqué. Mais est-ce que les panthères du Gabon gagnent parce qu'ils s'appellent les panthères, ou perdent plutôt parce qu'ils s'appellent les panthères Voilà, est-ce que les léopards de la RDC gagnent des cannes à l'appel parce que c'est des léopards? Je crois pas. Enfin, pour moi, c'est juste de la. Enfin, c'est plus pour la plaisanterie qu'autre chose, on va pas se mentir. C'est un non-truc. On va attendre que ce soit officiel, mais c'est pour dire à quel point on peut se tourner de l'essentiel, quoi. Si ton C'est ça. football il est archi développé, d'accord, tu peux commencer à te poser ce genre de problématiques, mais quand on est encore à remettre un trophée à ton champion national, bon, c'est qu'il y a des trucs à gérer un peu en amont, quoi. Non, mais c'est ça, ouais. C'est vrai que si ta principale préoccupation,
c'est que ta sélection s'appelle les Guépards. Parce qu'il faut bien être le ton hein, quand on le dit. Ouais, il le dit avec, il le dit Bon. avec une Ah bah force oui, de ah voix. oui. Ah oui, parce que si tu dis ce sont les guépards, ça le fait pas, tu vois, ça fait pas peur. En tout cas, on verra si ça a des répercussions. On verra déjà si ça va être véritablement officiel. Voilà, on Il y a verra un aussi. match là, je crois, pour mi-septembre. Ouais. Pour les premières les dates FIFA, là, on va voir. Mais à mon avis, on va encore être avec des écureuils et ce sera le même maillot. Moi, je suis prêt à parier. Ouais, et bah écoute, on verra bien. Oui, exactement, ce sont les Santiago Wanderers, le maillot, et tu verras pourquoi tout à l'heure, Biscuit Prince de Lu, tu verras tout à l'heure. On va continuer sur l'actualité africaine. C'était l'actualité peut-être un peu légère, mais bon, on va voir. C'est peut-être pas si léger que ça. Hein, voilà. On va passer à l'autre actualité qui va aussi concerner un club béninois dont tu vas parler dans un instant. On va parler de la C1 africaine, PM, avec le tour préliminaire qui approche à grands pas et dont je mets les affiches. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. En même temps, il y a un paquet d'affiches. Mais voilà, on parlait de cette C1 africaine qui débute ce week-end. Voilà, j'y arrive. Ouais, non, c'est le premier tour préliminaire. Du coup, les 6 meilleures équipes, à savoir le Wydad, le Raja, Al Ahly, Yakia, Mamelodi Sundowns, TP Mazembe, l'Espérance qui sont exemptés de ce premier tour. Tous les autres vont s'affronter sur match aller-retour et puis le vainqueur passera pour un deuxième tour préliminaire. Et le perdant, je crois qu'il est repêché en tour préliminaire de Coupe de la Confédération. Du coup, ouais, ça va se jouer là ce week-end et le week-end prochain pour le retour, sauf exception, le Zamalek qui avait un match amical prévu ce week-end-là et du coup, il joue contre une équipe tchadienne et l'Export. Et le match est tout simplement reporté, décalé d'une semaine. Donc voilà, très bien. On parle de la Ligue des Champions. C'est magique. Tout va bien. Un match amical décale donc un match de tour préliminaire de Champions League. Ouais, je crois que c'est contre Al Hilal en Arabie Saoudite, il me semble. Enfin, dans le Golfe en tout cas, sur Al Hilal du Golfe. Et, ben, ouais, et donc, par rapport à ce premier tour préliminaire, on va parler quand même du champion du Bénin, puisqu'on les a quand même bien suivis lors des précédents 9-10. Je ferai pas le jeu de mots pourri, mais si, quand même, je vais le faire. Ça va être coton pour coton. Ouais, bof, je sais pas, je suis un peu mitigé parce que la SEC a perdu ses deux meilleurs joueurs, dont le jeune attaquant là, qui a signé à Salzbourg. Dans la Red Bull Academy, là, enfin Red Bull Academy, dans le consortium Red Bull, là, et il y a leur numéro 10, là, un très bon joueur qui est parti du côté de la Tanzanie à Young Africans. Et je pense que ces deux pertes risquent quand même de la faire un petit peu mal. Et en fait, l'idée, c'était de parler au travers de Coton Sport, du Bénin, que vous avez pu suivre un petit peu la saison passée, de voir un petit peu comment ils se préparent, parce que c'est vrai que ça faisait partie des problématiques qu'on se posait. Comment faire pour te préparer à la Ligue des Champions quand ton championnat n'aura pas encore recommencé, sera peut-être même loin de recommencer. Et du coup, pour vous donner un petit aperçu de ce qui se fait du côté de ce qui s'est fait du côté de Coton Sport avec le coach Victor Zvanka, donc qui continue, qui a fait un gros recrutement, quelques joueurs internationaux, quelques joueurs extérieurs qui viennent renforcer l'équipe, et puis aussi d'autres joueurs béninois, mais qui étaient partis à l'étranger, et puis qui reviennent. Donc l'équipe s'est sacrément renforcée, et avec pour objectif d'essayer de passer ce tour-là. Donc la préparation, ça a été quand même pas trop mal, avec 3 matchs amicaux, un match amical contre le vice-champion du Togo, un autre match amical contre le représentant du Nigeria en Coupe de la Confédération, enfin un des deux représentants nigériens en Coupe de la Confédération. Et après une semaine de préparation au Burkina Faso, à Ouagadougou, avec un match amical contre la S Douane là-bas. 2 victoires, une défaite, mais quand même des moyens qui ont été mis en place avec la volonté de fonder un groupe. On a eu, avant le premier match amical, il y a déjà pendant la reprise et la préparation physique, des petites activités comme on peut faire ici, du rafting, enfin du kayak, des trucs comme ça, là, histoire de souder le groupe. C'était intéressant de voir ça à l'échelle du Bénin. On sent un petit peu l'inspiration de l'entraîneur Victor Zwenka, avec une préparation qui pourrait être un petit peu occidentale, européenne un peu, et
Et puis derrière, un stage à l'étranger et tout. Non, vraiment une très belle préparation avec des moyens. Mieux que ce qu'a pu faire Asec Mimosa qui s'est préparé chez lui dans son coin. Donc à voir, ça peut le faire. Mais voilà, il se prépare depuis allez, un peu plus d'un mois. Ça va être quoi, 4-5 semaines peut-être de préparation avant le match ce week-end. Donc non, ça peut passer. C'est intéressant en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont donné les moyens d'y arriver. Voilà, et on Et le dit. juste avant d'en finir avec ça, avant d'en finir avec ça, avec cette partie sur la Ligue des Champions, il y a quand même des matchs assez intéressants. Il y a quelques équipes qui risquent de rester. Il y en a forcément qui vont rester sur le carreau. Donc là, entre Coton Sport et la SEC, attention à la SEC qui peut se retrouver en danger. En dessous, le Oroya va être exempté de premier tour puisque l'équipe de Gambie a déclaré forfait. On va avoir un match compliqué pour la JS Kabylie qui va devoir aller jouer contre l'équipe sénégalaise. Il y a aussi Saint-Georges d'Éthiopie qui va être face au Al Hilal du Soudan. Là aussi, attention, il y a Saint-Georges, c'est pas mal. Ils avaient fait la phase de poule il y a 3 ans, c'était même plutôt bien. Donc là aussi, il y a une équipe prétendante à la compétition qui va devoir rester sur la touche. Voilà, puis après une confrontation aussi entre l'Angola et la Zambie, entre l'Angola et le Mozambique. Ouais, ça peut laisser des traces. Et puis attention aussi à la Santé Kotoko et à l'AS Vita Club qui joueront respectivement contre l'équipe du Burkina et la Gaborone Capitale. Ah, j'ai un trou. Merde, le pays me vient pas. Bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi des équipes qui peuvent se casser les dents sur ce premier tour préliminaire et avoir de grandes déceptions. Et donc, match aller ce week-end, match retour le week-end d'après. Question, est-ce que ce sera retransmis certains matchs sur des plateformes comme Twitch ou YouTube? Alors ça, c'est une excellente question. Ouais, bien sûr. Je pense, ouais, vas-y. Juste pour me corriger, parce que quand même, là, ça le fait pas. Gaborone, capitale du Botswana, hein, bien sûr, c'était le petit drapeau bleu ciel et noir qu'on voit tout en bas à gauche. J'ai eu un gros trou, mais fallait. Je pouvais pas le laisser comme ça. Du coup, pour les matchs, pour répondre à ta question, Nico, ouais, il y aura forcément des matchs disponibles. À voir comment ce sera visible sur Facebook, pas forcément évident. Faut plus aller chercher des streamings, mais on va pouvoir en trouver, pas forcément tous les matchs, mais les matchs au moins des équipes maghrébines. Coton Sport normalement devrait être diffusé. Ouais, faut traîner. C'est Saint-Georges Hilal, ça va être diffusé. Voilà, faut traîner un peu. C'est possible. C'est possible. Et là, je viens de voir en même temps une belle affiche entre Cape Town City et Lesotho du Congo. Cape Town City de l'Afrique du Sud, là aussi, c'est un match que vous aurez la possibilité de voir, trouver des streams. Donc, ouais, c'est à fouiller samedi et dimanche. Peut-être même vendredi. En regardant, il y aura moyen de voir quand même. Il va falloir chercher sur Internet parce que je crois qu'en France, par exemple, c'est Bein qui généralement a les droits de la C1 africaine, mais je ne les vois pas arriver dès le tour préliminaire. Non, ça sera pour la phase de poule. Ouais, voilà, exactement. Voilà pour l'actualité, la partie actualité de la page africaine. On va passer sur la partie. On va te chauffer un petit peu à blanc. Je vois qu'il y en a qui. Mino est très chaud hein, dans le chat. Ça devrait envoyer très très fort au niveau des jeux de mots et des vannes dans le chat. On va passer à la partie que l'on a appelée un petit peu. Spiritualité, hein, on va parler plutôt de croyance, enfin je sais pas quel terme employer, il faut faire aussi attention à ce qu'on dit dans ces moments-là, justement pour éviter certaines caricatures parce que tu en as vu passer un paquet. On va parler donc de tout cela, de ce qu'on a regroupé derrière le terme spiritualité en Afrique. Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction, assez rapide, hein, sur la spiritualité et les croyances en Afrique? Ouais, bah alors, bon déjà, c'est un peu en réponse à cette affaire de marabout, Pogba, Mbappé et compagnie. Là, on voit arriver les top 10 maraboutages dans le football et tout ça. Et c'est vrai que bon, on est quand même hyper loin de la plaque. Et du coup, j'avais envie de faire un petit, voilà, d'essayer au moins de donner mon propre opinion à moi par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai eu l'occasion de vivre et pour comprendre que Mbappé, il a été déjà marabouté des milliers de fois, pas forcément par Paul Pogba, mais par des dizaines et des dizaines de petits parieurs qui sont allés voir leur marabout pour essayer de faire en sorte que soit il marque son but, ou qu'il ne marque pas son but, ou qu'il rate son pénalty. Enfin bref, voilà, vous comprendrez. Du coup, pour introduire un petit peu, c'est sûr qu'en Afrique, on est sur une spiritualité. Alors, il y a beaucoup de
de religions monothéistes qui se sont quand même imposées, enfin beaucoup, les chrétiens et les musulmans au moins, qui, voilà, par leur vague, que ce soit au travers de la colonisation pour le christianisme ou au travers des conquêtes arabes pour l'islam, malgré cette présence de ces deux fortes religions monothéistes qui sont omniprésentes partout, on a quand même la spiritualité la spiritualité et les religions, on va dire, polythéistes ancestrales, qui ont perduré, qui finalement n'ont jamais disparu et qui se sont peut-être même un petit peu mariées avec les religions monothéistes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans le cas de notre affaire Paul Pogba avec un marabout islamique. Et donc voilà, ça existe. Il peut y avoir aussi du maraboutage dans l'islam, il peut y avoir du vaudou. On peut être croyant en vaudou et en même temps aller à l'église le dimanche matin. Voilà, c'est pas Il y a incompatible. eu un mélange en fait, il y a eu un brassage et il y a pas ce sont pas des cases exclusives en fait, c'est ça. Exactement. Alors, il faut pas jamais généraliser, hein. Il y a aussi des gens qui sont très droits dans leur religion, très, comment dire, très cartésiens, enfin, qui respectent les règles à la lettre. Et il y en a, mais il y en a aussi beaucoup qui ont gardé leur tradition ancestrale et leur tradition ancestrale, leur culture forcément reflète la spiritualité. Et du coup, ben, on se retrouve avec un petit peu des petits mélanges, un petit peu de tout. Et puis ça varie beaucoup en fonction des pays, en fonction des religions monothéistes présentes, en fonction des tribus, en fonction de beaucoup de choses. Et en fait, voilà, commencer par là, c'est important, c'est dire que la spiritualité en Afrique, elle est la spiritualité européenne exponent 1 million, quoi. On se retrouve avec des cultes qui sont vivaces. C'est pas impossible de se promener dans les rues de Cotonou et puis de faire face à un groupe de gens dans des toges blanches, un peu en mode Ku Klux Klan, avec des bonnets, enfin avec des capuches sur la tête et tout ça, et qui sont en fait, voilà, qui font des rituels vaudous. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut croiser et ça fait partie en fait de la réalité. Quand vous allez dans un marché, vous allez pouvoir trouver des peaux de serpent, des têtes de tous les animaux possibles, des pattes de tous les oiseaux possibles, enfin bref, tout ce genre de matériel qui va servir pour des pratiques un petit peu comme ça, dans cette spiritualité-là. Et donc voilà, c'est quelque chose d'omniprésent. On y croit pas, mais en tout cas, c'est là. Et Pour il rebondir, faut vivre avec. c'est ce que disait Paul Bismuth dans le chat. Ce qui passe pour du folklore n'est pas du folklore. Ce sont des vraies croyances. C'est ce que ton introduction essaye de bien poser aussi, d'expliquer. Exactement, c'est ça. C'est pas lié au sport, c'est pas lié au foot, c'est pas lié à vouloir attaquer les gens, etc. Il y a une réelle spiritualité qui est encore pratiquée quotidiennement par des millions et des millions d'Africains, voilà, qui n'ont pas oublié leur culture traditionnelle, malgré les religions qui sont venues, les religions monothéistes qui sont venues plus tard et qu'on nous vend comme des religions principales. Dans certains pays, on va dire que c'est un pays catholique, on va dire un autre pays c'est un pays musulman, mais en vrai, la spiritualité qu'ils avaient avant que ces religions arrivent est toujours présente. Elle a pu être un peu polissée, un peu transformée, etc. Elle a pu évoluer aussi avec le temps, mais elle est toujours là. Exactement. Alors, tu le disais, on est loin du football, etc., etc. Mais quand même, on le voit aussi au niveau du football. Ça se matérialise comment au niveau du football, cette spiritualité-là? Eh ben, écoute, c'est un peu en fait, le football est également un autre pilier important de la culture en Afrique. Et du coup, ben, forcément, que tout se croise, quoi. Je sais pas, pour commencer à rentrer un peu comme ça dans les sujets, ça peut être, je peux donner un exemple de Coton Sport, par exemple, pour rester un peu au Bénin. Donc, on peut dire, on peut discuter un peu comme ça avec par exemple Romaric Amoussou, le buteur de Coton, et puis il va dire ouais, c'est bizarre quand on va jouer contre cette équipe-là, on ne peut pas marquer, on a beau avoir des occasions franches, mais ça ne rentre pas, ça ne veut pas, tout ça. Voilà, c'est un premier pas dans ce que les gens ressentent, les joueurs ressentent, les joueurs se disent non, là, il s'est passé quelque chose, on ne peut pas marquer. Voilà, donc maintenant, vous y croyez pas. C'est le principe des croyances, hein.
Est-ce que c'est un mauvais geste ou est-ce que c'est un bon geste qui n'a pas été réalisé comme il l'aurait dû l'être parce que voilà, quelque chose de plus fort l'empêche. Voilà, c'est ça. Ça peut se manifester comme ça. Voilà, c'est un premier élément. Et après, bon, faut savoir. Je vais juste faire un petit écart par la lutte sénégalaise. Dans la lutte sénégalaise, qui est le sport numéro 1 au Sénégal, devant le football, la spiritualité représente à peu près la moitié du combat. Donc, c'est des Golgoths qui se battent en lutte, là, des poids lourds de boxe qui luttent l'un contre l'autre dans le sable. Et puis, en fait, avant le combat, il y a des combats des marabouts. Chaque lutteur a ses marabouts, son équipe de marabouts, puis ils essayent d'annuler les sorts, etc. etc. Enfin, c'est un combat qui est joué un petit peu en amont via les marabouts et puis qui se finit via le sport et la lutte. Et en fait, dans ce sport-là, c'est officiel, c'est marqué. Les marabouts, on les voit sur l'aire de jeu, etc. Donc là, officiellement, le marabout, la spiritualité rentre dans ce sport-là. Dans le foot, c'est pareil, mais c'est pas officiel. Oui, Il y puis ça, a ça pose parfois énormément. souci parce que je te coupe 2 secondes, mais il me semble qu'il y a parfois des affaires qu'on voit arriver au niveau de la CAF, certains qui se plaignent de certains comportements sur certains matchs ou des choses comme ça, non? Il me semble, hein. Ah ben oui, mais c'est parce que il y a toujours un gagnant, un perdant souvent, et Il le paraît. perdant, ben il va râler quoi, et du coup ben il va accuser des trucs qui n'auraient pas lieu d'être. Voilà, est-ce que le maraboutage, est-ce que le spiritualité dans le football, c'est possible? Non, 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 c'est interdit, ça fait pas partie des règles du jeu. Donc non, forcément, il y a des gens qui râlent, mais en vrai, c'est omniprésent, c'est le quotidien des gens, cette spiritualité, plus le football qui est un autre quotidien des gens. Ben, vous imaginez bien que forcément, ça se mêle à une échelle qu'on ne peut tout simplement pas envisager. Là. Même moi, je suis loin de m'imaginer le poids que ça a, en fait. J'en ai parlé souvent avec Albert Ogoudéji, dont on a pu retrouver une interview dans un magazine, j'ai plus le numéro exact en tête, où il racontait, bon ben voilà, il est arrivé 3 heures avant le coup d'envoi, et puis tu vois des gars vider des bouteilles dans les buts, au milieu du terrain, mettre de la poudre, mettre du sel, mettre des machins, des trucs, aux 4 coins du terrain. Et ça, en fait, bah, voilà, c'est aussi une expression de cette spiritualité-là. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est là. Voilà, Et, c'est un fait. et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il est important aussi de respecter cela et de pas tout mélanger, de pas surtout pas mélanger avec le gars dont Baptiste a proposé le numéro dans le chat, hein, le 06. Et ce qui a beaucoup J'ai la amusé. carte, j'ai la carte. De quoi? J'ai la carte, j'ai la carte. T'as la carte, mais Vous me voilà, donc dites, ne je vous pas donne non le plus, numéro, voilà, pas il de faut faire souci. attention à cela. Voilà, ça fait partie aussi de l'identité africaine. Et justement, on va conclure cette partie là-dessus et cette presque mise au point, j'ai envie de dire là-dessus. PM, justement, tu le dis, c'est omniprésent dans la vie, c'est omniprésent forcément, tu viens de l'expliquer dans le foot. Toi, tu t'es baladé du côté du Tchad, du côté du Bénin. J'imagine que tu as été confronté à tout cela. Ouais, moi ça m'intéressait un petit peu. J'étais ouvert un peu à notamment au vaudou du côté du Bénin. Alors, je l'ai pas pratiqué, mais j'ai vu comment ça se passe. Je me suis renseigné un peu sur comment ça se passe et tout ça. Et j'ai vu aussi moi les gens faire des trucs, aller mettre de l'eau devant les buts et tout ça. Il y a des équipes qui ont des marabouts dans leur staff parce qu'en vrai, ça fait partie voilà, comme dans la lutte sénégalaise, en fonction des régions, en fonction des villes, en fonction des endroits où la sensibilité peut être plus ou moins grande, ben, on va avoir encore plus de présence de ce type-là dans certains coins. Et du coup, au Bénin, bon, j'ai plein d'exemples en fait qui me viennent là. Et donc, c'est un peu ce côté du vaudou et tout ça. Donc, ce que je vous disais avec de l'eau, avec des bouteilles, avec des machins, des trucs où on fait des recettes et des mix et on fait des incantations, des machins, des trucs pour essayer de marquer un but, pour essayer d'empêcher les autres de marquer, pour essayer de gagner les matchs, pour essayer de perdre des matchs, etc. Et en fait, et donc voilà, ça se passe comme ça, que tu crois ou pas, c'est là. Et puis après, j'ai eu l'occasion au Tchad. Donc au Tchad, on se retrouve un petit peu plus dans le cas de l'affaire qui a mis un peu tout ça sur le devant de la scène avec Pogba, où là aussi on parle de marabout et d'islam. Du coup, c'est un petit peu différent. Et donc au Tchad, j'ai eu l'occasion En fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer un marabout comme ça, qui avait travaillé avec l'équipe de Gazelle, qui était donc ami avec le président de l'équipe de Gazelle. Et du coup, moi,
Donc le président me dit, il me raconte, donc c'est quelqu'un de très terre à terre et tout ça, qui est très religieux, qui respecte l'islam, qui pratique un islam assez rigoureux et tout ça, mais qui malgré tout a quand même cette ouverture d'esprit via la spiritualité du marabout, etc. Et qui me racontait, donc il voulait savoir un petit peu comment allait se passer le match et tout ça, et puis le marabout, en fait, il lui a fait le film du match avant que le match ne se déroule, en lui disant oui, je vois, il va y avoir tel joueur qui va marquer à peu près à telle minute, tel joueur qui va marquer à peu près à telle autre minute et tout ça. Et il me disait, t'y crois ou t'y crois pas, le match s'est passé comme il nous l'a dit. Donc voilà, donc c'était pour comprendre que en fait c'est quelque chose de réel, qu'on on n'est pas obligé d'y croire. Forcément, si on n'y croit pas, ben, on va y accorder aucune importance, on va se dire que ça ne marchera pas. Et si on y croit, ben, on va y accorder un peu d'importance et forcément, on va se dire que ça marche. Et du coup, ben, il ne faut pas le regarder avec le dédain qu'on a de faire des top 10, des top 10 Ouais. maraboutages dans le foot avec un gars qui a fait tuer sa mère ou je sais pas quoi pour des sacrifices. Oui, c'est une réalité, sauf que c'est pas un top 10 qu'il vous faudrait, c'est un top 1 million parce que des actions comme ça, il y en a 1 million. Enfin, les albinos en Tanzanie, ils se font massacrer, enfin, ils se font chasser. C'est pas pour rien, c'est parce que derrière ça, il y a des croyances qui font que si tu fais quelque chose avec des os d'albinos, par exemple, eh ben, tu vas arriver à tel éveil de spiritualité ou tu vas réussir à faire telle chose, à demander tel truc, voilà, tel dieu, tel machin. Enfin voilà, c'est un milieu qui est hyper complexe. Le regarder avec notre œil d'occidental, c'est complètement à côté de la plaque. Il ne faut pas faire ça, c'est nul, c'est irrespectueux. Et j'ai lu aussi des trucs comme quoi c'est omniprésent dans le football. Oui, mais le football est quand même à une grosse... Il y a beaucoup d'africanité dans le football mondial maintenant, que ce soit par les générations issues de diaspora ou pas, etc., ou en Afrique même. Du coup, toute cette culture-là, elle remonte et c'est pour ça qu'elle est aussi omniprésente dans le football. Donc, il y a de la culture à aller chercher et il ne faut surtout pas le regarder avec ce dédain qu'on affiche un peu trop souvent Ouais, chez nous. exactement. Et la mise au Voilà. point était. Plus qu'une mise au point, l'explication aussi, parce que c'est à ça aussi que l'on sert, hein. On est là pour ça, pour essayer d'expliquer les choses. L'explication était nécessaire aussi. Donc, Comme tu as dit, hein, on essaie d'expliquer parce que c'est un sujet qui est bah oui, hyper oui, oui. vaste. Puis, Il y a autant de spiritualité qu'il y a d'être de humain. villages peut-être, d'ethnie. Donc voilà, c'est vraiment juste essayer de parler un petit peu avec moi, mon expérience que j'ai, essayer de corriger peut-être certains trucs qui sont dits un peu à tort et à travers. Mais encore une fois, c'est un sujet qui est immense. Et là, on a effleuré, on est sur les premiers millimètres de peau, quoi, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, tout ça pour dire que ce que j'ai dit, c'est un préambule à un énorme dossier. Ouais, exactement. Et donc, voilà, c'était voilà, une explication qu'on voulait faire aussi, parce que ça fait partie de la culture et du culture foot du continent africain. Et il faut le prendre en compte. Et c'est important aussi d'essayer. Et on vous invite, d'ailleurs, si vous le souhaitez, à aller creuser cette question qui est forcément passionnante. Voilà, on va en rester là sur cette page africaine. On va passer à la page asiatique. Vous allez voir qu'il va y avoir un peu de spiritualité quand même à un moment. On fait une émission où vous allez voir, il y a beaucoup de transitions et de passerelles entre les différents sujets. C'est pas forcément volontaire, mais voilà, quand c'est fait, on se dit tiens, waouh, on a bien bossé le truc. Vous allez voir, on va donc clore la page africaine là-dessus et on va partir tout de suite en Asie. Je te remercie, hein, merci PM, hein, et à la prochaine pour la prochaine page africaine. Ben, écoute, merci à vous et puis à la semaine prochaine. Ça marche. Allez, on passe à l'Asie. On va passer à l'Asie avec toi, Baptiste, et on va commencer, je le disais, voilà, vous commencez à deviner un petit peu les contours de comment va fonctionner le 9-10 dès à présent. Il va y avoir une partie actualité et une partie où on va se poser un petit peu sur un dossier. On va commencer avec la partie actualité. Vous l'avez peut-être suivi ces derniers temps si vous étiez notamment avec nous ou si vous avez suivi Lucarne Opposé ces dernières semaines. On va commencer avec l'Inde qui a été suspendue par la FIFA à quelques semaines d'organiser une compétition mondiale. On va pas dire qu'elle a été suspendue on va pas dire que c'est du chantage, mais on va le dire quand même. On en est où dans cette histoire, Baptiste? Déjà, replacer un petit peu l'histoire et où on en est aujourd'hui.
Alors, c'est un peu bizarre hein, comme affaire. La, la All India Football Federation, donc AIFF, a été suspendue mi-août par la FIFA parce qu'il y avait une ingérence extérieure dans les affaires de la Fédération indienne de football. On se souvient qu'ils ils avaient un peu mis dehors l'ex-président qui n'avait pas organisé les élections. La Cour suprême d'Inde avait mis en place pardon, un comité d'administration pour gérer donc les affaires de l'AIFF pardon, jusqu'à ce qu'elle organise des élections, qu'elle remette à jour, enfin voilà, qu'elle remette sur pied toute la fédération comme il se doit. Il y avait tout un plan qui avait été mis sur pied. La FIFA avait eu connaissance de ce plan-là. Elle avait fait des remarques qui n'ont pas été, comment dire, qui n'ont pas été suivies. Prise en compte, tout Voilà, simplement même. prises en compte par ce comité d'administration. La Cour suprême avait validé donc ce plan et la FIFA avait répondu en suspendant donc la Fédération indienne de football. Donc ça, c'était au 15 août ou 17 août, je ne sais plus, enfin voilà, mi-août. Et ça avait un impact notamment sur l'organisation de la Coupe du monde des moins de 17 ans en féminin, qui devait se tenir donc en Inde. La réponse de l'Inde, c'était une incompréhension, de ne pas savoir pourquoi ils avaient été voilà, ils avaient été suspendus. Et finalement, le 26 août, la FIFA a publié un communiqué en disant que la suspension de l'Inde était terminée puisque la Cour suprême d'Inde avait mis fin à ce fameux comité d'administration qui devait gérer l'AIFF. Donc en fait, la FIFA, son seul et unique objectif était en fait de mettre à terre ce comité d'administration qui prenait des décisions que la FIFA ne souhaitait pas pour le football indien. Notamment, et ça nous avait bien fait rire, c'est la FIFA qui ne veut pas que 50% du conseil d'administration soit occupé par des joueurs de foot. Ça, c'était quand même assez drôle. C'était assez croustillant. Voilà, c'est la FIFA. Mais le football appartient aux footballeurs, paraît-il. Hein. Exactement. Et donc, ce comité d'administration a été dissous par la Cour suprême indienne. La FIFA a mis fin à sa suspension. Des élections ont eu lieu pour élire le nouveau président de la Fédération indienne de football. Ça a été remporté donc, par un homme qui s'appelle Kalyan Chobi, qui est un ancien joueur, alors qu'il n'a jamais eu de sélection, mais qui figurait dans les groupes de l'équipe indienne, mais qui n'a pas forcément fait une grosse carrière, qui est aujourd'hui un politicien au Bengale de l'Ouest, et qui donc remporte cette élection face à un ancien gardien de but de l'équipe indienne. Donc voilà, après, il y a, comme après chaque élection, de dire c'est un peu truqué, je suis énervé, c'est pas normal, etc. Bref, quoi qu'il arrive, la FIFA a reconnu cette élection et donc la Fédération indienne va pouvoir continuer ses activités, à récupérer donc l'organisation de la Coupe du monde des moins de 17 ans. L'équipe masculine va pouvoir disputer ses matchs amicaux. En revanche, parce que c'est bien beau, tout s'est réglé, sauf que l'équipe féminine de Gokulam Kerala, elle, finalement, ça a été celle qui a eu le plus souffert de cette décision, puisqu'elle n'a pas pu participer à la Ligue des champions asiatiques féminine. Parce que elles ont été suspendues de toute compétition internationale le 17 août. La compétition devait se dérouler à partir du 20 août. Et le 26 août, la FIFA dit c'est fini, il n'y a plus de suspension. Donc, elles, finalement, ce sont elles qui ont pâti de cette situation et n'ont pas pu disputer une compétition alors qu'elles étaient déjà en Ouzbékistan, qu'elles étaient prêtes à le faire. Voilà. Donc c'est un peu bizarre, juste la FIFA en fait suspend une fédération juste pour obtenir ce qu'elle souhaite. Mais c'est elle qui domine, hein, c'est elle qui gère le football mondial et c'est elle qui choisit. Mais voilà, personnellement, je trouve que ça a été un peu rapide de la part de la FIFA de suspendre, alors que c'est le fameux droit d'ingérence habituel qu'elle est le seul à avoir en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle va suspendre une fédération, elle va empêcher les équipes de jouer, puis quand elle a décidé que ça lui convient, elle va arrêter de suspendre et ça va bien. Voilà. C'est un peu dommage, mais comme le dit Paul Bismuth dans le chat, c'est un coup de pression. Voilà, mais c'est du chantage tout simplement. On l'a dit, hein, on l'avait évoqué. J'ai mis le lien vers l'article. Il me semble même que dans l'article, on parlait déjà plus ou moins de chantage. C'était totalement ça. Pardon ? C'était totalement ça. C'était soit vous acceptez nos remarques, soit on vous suspend.
Ouais. Et c'est ce qu'elle a fait. Voilà pour l'Inde. Donc la suspension est levée puisqu'elle s'est couchée, hein, l'Inde, tout Bah simplement. oui. Ça a fonctionné, hein, le coup de pression a parfaitement fonctionné. Deuxième actualité asiatique, c'est la prochaine Coupe d'Asie. On rappelle qu'à l'origine, elle devait se tenir en Chine, qu'elle ne se tiendra donc pas en Chine. Si j'ai dit à l'origine, elle devait s'y tenir ou pas, l'actu, elle nous dit quoi, Baptiste? Et ben, l'actu, elle nous dit que finalement, il n'y a plus que 3 pays en course pour accueillir l'Asian Cup en 2023 ou 2024, en fonction de qui aura l'organisation de la compétition, puisque l'Australie a décidé de ne pas concourir et donc de ne pas soumettre un dossier voilà, pour cette organisation. Il reste donc plus que Corée du Sud, Qatar et Indonésie. Donc, ces 3 nations-là, ce sont les 3 seules. Alors, le Japon aussi s'est retiré, mais assez tôt, en disant que clairement, eux, ça ne les intéressait pas dans l'immédiat. Donc, ces 3 pays ont plus que, maintenant on est le 5, n'ont plus que 10 jours, puisque le rendu des copies, normalement, était au 30 août, a été décalé au 15 septembre. Donc, il y a encore 10 jours pour que chaque pays puisse constituer son dossier, faire le dossier le plus solide pour pouvoir répondre au cahier des charges de l'AFC. Et il y aura une réponse le 17 octobre. Et on saura si ça se tient en été 2023 ou plutôt à l'hiver 2024. Si c'est au Qatar, on pense que ça irait sur l'hiver 2024. Si c'est en Corée ou en Indonésie, on part plutôt sur un été 2023 comme ça devait être en Chine. Petite précision, la Corée du Sud est à fond pour l'accueillir. C'est-à-dire que le président actuel a, a fait un petit discours, a fait des petites déclarations dans ce sens-là. Des anciens joueurs ont été mobilisés. Enfin voilà, ils ont vraiment mis tout pour l'accueillir parce qu'ils veulent vraiment l'accueillir en 2023 à la place de la Chine. Donc, D'accord. Donc en nous, juin, on espère eux, que ça devrait l'être. ils seront prêts pour juin 2023. Ils le seront, de toute façon, ils ont les Les stades sont stades. là, ouais. Ils ont juste à organiser leur calendrier différemment. Bah, ils mettront tout le monde en pause pendant un mois et demi. Voilà, il y a déjà des stades qui ont déjà été annoncés. Il y a celui de Shonan qui pourra accueillir. Il fait 26 000 places. Je pense que c'est largement suffisant pour au moins la phase de groupe. Il y a des stades partout en Corée qui sont immenses, voilà. Donc eux, ils sont prêts. Ils ont plus qu'à on n'a plus qu'à leur dire c'est bon, on y va et eux, ils seront là, présents. Ok. Et, ben, Et nous aussi, si ça se passe en Corée d'ailleurs. Ah, si ça se passe en Corée, il y a moyen qu'on essaye d'organiser quelque chose, oui. Voilà. Ça chargerait 2023 en ce qui me concerne, mais voilà. Oh, ça va. Tu décaleras ton petit voyage chez le voisin. Je ne décale un pas an. mon voyage chez le voisin qui aura lieu avant. Donc, je ne décale pas ce voyage-là. Il est inscrit, il est... voilà. Il y a le Covid, tu ne pourras pas visiter, nous, tiens, en Corée. Non, c'est bon, ça se libère un petit peu. Voilà, c'est un peu galère, hein. Petite parenthèse, si vous voulez organiser un voyage au Japon, bon courage. Voilà, puisque c'est le Japon dont il est question. Bref, on va passer, on va passer à autre chose. On va passer à la suite. On va rester en Corée du Sud, justement, Baptiste, et on va parler, je le disais en introduction, on va parler de ce que l'on peut véritablement appeler un géant du football local. Alors, c'est sûr que si vous ne connaissez pas le football sud-coréen, que vous venez de vous y mettre et que vous regardez le classement actuel, vous êtes en train de sourire. Ou même le classement de ces dernières saisons, vous êtes en train de sourire. Et pourtant, parce qu'il va être question de Songnam. Songnam. Déjà, maintenant, vous savez le dire, de Songnam. C'est comme Seoul. C'est comme Seoul. Le O, c'est pas EO, c'est O. Voilà, comme dans sœur. C'est le même que sœur. Voilà. Donc c'est Seoul. Il n'y a pas de E. Quand c'est EO, il n'y a pas de E. Voilà, donc Songnam est un géant local, un géant, Baptiste, qui est en danger. Est-ce que tu peux, alors je le disais, c'est un géant local, c'est facile à dire, hein. Est-ce que tu peux quand même nous le rappeler? Pourquoi on parle de géant local quand on parle de Songnam? Oui, alors voilà, tu le disais, c'est un géant local et ça peut faire sourire quand on regarde le classement. Ça rappelle un peu Saint-Étienne de l'année dernière parce que Songnam, c'est un peu le Saint-Étienne de Corée du Sud. C'est un club qui a un palmarès qui est long comme le bras, même en Asie. C'est un très gros palmarès en Asie, qui a été créé en 89, donc seulement 6 ans après le début de l'ère professionnelle en Corée du Sud. Ça a été créé par Tongil Group, qui était la propriété de l'Église de l'Unification. Donc, si vous ne connaissez pas ce nom-là, vous connaissez peut-être l'appellation Secte Moon. Voilà. Donc, c'était le club de la Secte Moon pendant très longtemps, jusqu'en 2013.
qui a connu un succès assez rapide puisqu'ils ont été vice-champions en 92, donc seulement 3 ans après leur création. Premier titre en 93 avec 94-95, le premier triplé de l'histoire du football sud-coréen. Il y a encore un triplé en 2001 et 2003. Il y a une 7e K-League en 2006. Ils ont été pendant très longtemps donc, le club le plus titré de Corée, un peu comme Saint-Étienne aujourd'hui. Il n'y a que Jeonbuk qui les a dépassés ça, depuis 2020, où eux maintenant ils ont 9 trophées. Il y a eu 3 FA Cup, 99, 2011, 2014. Il y a 2 Asian Champions League entre 95 et 2010. Voilà, donc on a quand même un club qui est un mastodonte historique, qui a tout gagné, qui a même réalisé un doublé Ligue des Champions, championnat, ce qui n'est pratiquement jamais arrivé en Corée. Il y a de grands joueurs qui ont joué là-bas. Il y a Lim Jong-un, il y a Lee Sang-yoon, Shin Tae-yong, Ko Jong-un, Kim Dae-wi. Il y a Molina, le Colombien, quand Mauricio. on parlait de Pierre, Mauricio Molina, qui a été pendant très longtemps le meilleur passeur de l'histoire de la K-League, qui a fait les beaux jours du FC Séoul derrière. On a eu Valéry Sarychev aussi, le gardien qui a fait changer la règle, dont on parlait dans un mag, je ne sais plus si c'est le 18 ou le 17. C'est pas les Voilà. questions qu'il faut me poser, ça, j'ai fini par oublier. Bah voilà, c'est le gardien qui a poussé la K-League à interdire les gardiens étrangers parce qu'il était trop fort et il jouait à Songnam dans les années 90. Il y a récemment un qui est bien connu en France, Wang Guijo, qui a fait toute sa carrière en Corée à Songnam. Donc voilà, on a un club qui n'est pas anodin, qui a connu le grand succès et qui a connu de très très grands joueurs et même de grands entraîneurs à sa tête. Et justement, avant de parler de l'actualité, hein, de la rumeur actuelle, parce qu'on ne l'a même pas dit en fait en introduction, on a dit qu'ils étaient en danger. La rumeur, c'est que le club pourrait disparaître, tout simplement. Il faut quand même qu'on le rappelle. Hein, pourquoi on parle de Songnam? Parce que le club pourrait disparaître, tout simplement. Avant de parler plus en détail de cette affaire-là et de ce qu'elle déclenche aussi, parce que vous allez voir, elle a déclenché des choses, qui permet aussi de mesurer à quel point ce club est un grand du paysage local. Avant d'en parler, je le disais, il y a quand même cette problématique de la disparition possible. Tu évoquais la secte Moon. Elle s'est déjà posée quelques années auparavant. Exactement. Le club, le club a connu quand même une histoire assez mouvementée. Ça a été créé à Séoul, mais normalement Séoul, mais à Séoul en 89. Ça a été obligé de déménager à Cheonan en 1995 parce que la K-League ne voulait plus d'équipes vraiment centrées dans la capitale, voulait qu'il y en ait plus un petit peu dans tout le pays. Alors les équipes n'ont pas été chercher loin, hein, elles se sont mises dans la périphérie de Séoul, parce que Cheonan est qu'à 60 ou 80 km, je crois, de Séoul, un peu plus au sud, mais vraiment pas très loin. En 2000, le club n'est pas content de ce que fait Cheonan pour leurs infrastructures, sur l'accompagnement, etc. Donc décide encore une fois de déménager, se rapproche de Séoul et arrive à Songnam. Donc là, c'est vraiment à ce moment-là que le club prend le nom de Songnam et ne le quittera plus jusqu'à aujourd'hui. Et pour la petite histoire, c'est à 28 km de Séoul, un petit peu plus au sud, c'est vraiment pas très loin. Et donc pendant 13 ans, le club met au plus haut le nom de la ville, sauf que en 2013, la secte Moon veut vendre le club parce que Moon Seung-myung, qui avait créé la secte Moon et qui était un petit peu le grand gourou de ce courant religieux, est décédé. Les héritiers ne veulent plus posséder un club de football parce que eux, ça les intéresse pas, alors que leur père était vraiment un fan de football. Et donc le club est en danger. À qui on le vend? Est-ce qu'on le vend à la ville de Songnam? Est-ce qu'on le vend à une autre entreprise? Est-ce qu'on le dissout? Toutes les options sont sur la table. Et là, ça fait réagir les supporters qui, eux, se mobilisent, vont faire des manifestations devant la mairie de Songnam pour demander au gouvernement de récupérer le club et de le maintenir parce que Songnam, c'est pas non plus le club du coin qui n'a rien fait, qui est tout le temps dernier, etc. C'est un club avec une histoire, c'est un club qui permet à Songnam de rayonner, que ce soit en Corée du Sud ou en Asie, et ça c'est très important pour les Coréens. Donc, il y a toute cette mobilisation. On sait que la ville de Ansan est intéressée, ce qui inquiète encore de plus en plus les supporters.
Et finalement, Lee Jae-myung, qui est le maire de Songnam à l'époque, décide de récupérer le club fin 2013 et donc sauve l'équipe soit d'un déménagement, soit d'une dissolution et permet au club déjà de changer d'identité et devenir ce que l'on connaît aujourd'hui, le Songnam FC, tout de noir ou de blanc, Avec ses maillots incroyables. avec ces maillots qui sont très très beaux. Régulièrement, c'est vraiment des pépites. Alors, on a des petits ratés de temps en temps, mais c'est régulièrement des pépites. Après, ils ont eu moins de succès sportif, même s'il y a eu cette coupe, ça a été FA Cup en 2014. On a eu une relégation en 2016, un renouveau, je crois qu'ils sont remontés en 2018, mais l'objectif était surtout de sauver ce club et de sauver son identité qui existait depuis 2000, qui a quand même connu un triplé, qui a connu une Ligue des Champions à Songnam. Il fallait conserver ce club dans cette ville-là. Ça a été fait et aujourd'hui, on est vraiment pas sûr de ce qui va se passer. Et là où ça devient intéressant, alors il y a eu beaucoup d'articles. Je vous ai partagé un article sur justement, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Songnam. Il y a eu un très bon papier de Baptiste, qui est juste en dessous là, sur l'image. À ce sujet-là, vous apprendrez toute l'histoire de ce club-là, parce que déjà, ça faisait un petit moment que ça chutait à ce niveau-là en termes de résultats sportifs. Mais là, on n'est plus dans une chute sportive. On est surtout dans une disparition potentielle. Et là où ça devient intéressant, c'est que tu disais tout à l'heure, une fois que la secte Moons voulait se désengager, c'est devenu un club citoyen, concrètement. Tu as déjà fait quelques papiers sur les compagnies clubs et les clubs citoyens dans un mag. Ça doit être le... Je sais plus. J'ai fait dans le 3, j'ai fait dans plusieurs. Ouais, il y a plusieurs articles. On en reparlera tout à l'heure des magazines, mais voilà, bientôt je vous ferai un listing complet, comme ça vous aurez sujet par sujet, continent par continent, pays par pays, vous verrez de quoi il a été question tout au long des 5 années de magazine, parenthèse fermée. Bref, on était sur un compagnie club devenu un club citoyen. Et là, on est dans la situation inverse, c'est-à-dire que le club citoyen, j'ai presque envie de te dire, cherche un repreneur, quoi. Bah, c'est ça, on est passé donc vraiment c'est ce qui se fait régulièrement, hein, quand les entreprises ne veulent plus, subventionner, on va dire, un club ou le supporter financièrement. En général, ils le vendent à une ville qui, elle, veut bien le récupérer et le club part complètement, dans l'oubli, n'est plus forcément bien soutenu financièrement parce que c'est pas voilà, une ville, un gouvernement plutôt qu'une ville, un gouvernement n'a pas les moyens, de supporter, un club de football et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand une ville ne veut plus, un gouvernement ne veut plus d'un club, en général, ils ne se prennent pas la tête, ça dissout. Voilà, c'est clair, net, on n'a plus économiquement, ça dissout, on passe à autre chose, on oublie. Là, il y a quand même l'envie, il y a l'envie, mais peut-être pas jusqu'au bout, de vendre le club, soit une entreprise, soit une autre ville, et si jamais ça ne fonctionne pas, de le dissoudre. Et cette histoire-là, qui est menée par l'actuel maire de Songnam, a un lien avec 2013 parce que finalement, c'est une histoire qui est liée à Lee Jae-myung, qui avait récupéré le club donc en 2013, qui était l'ancien maire, qui a participé à la campagne présidentielle 2022 qu'il a perdue, et qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour corruption de la part de la police sud-coréenne. Tout simplement parce que lorsqu'il était maire de Songnam et qu'il a voulu soutenir le club financièrement, il aurait accepté, on va dire, pas des pots de vin, mais des arrangements avec des entreprises locales, notamment avec Doosan, très grosse entreprise bien connue dans le baseball, qui voulait construire des immeubles, qui voulait construire des complexes à Songnam et demandait à Lee Jae-myung de lui donner les autorisations en échange d'argent pour financer Songnam, le Songnam FC. Donc, lui aurait accepté ça. Je parle toujours au conditionnel parce que l'enquête est en cours, même s'il y a des mails qui ont été retrouvés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le maire actuel, qui est Shin Sang-jin, qui est du parti politique opposé à Lee Jae-myung, considère que Songnam FC est un club de la corruption et ne souhaite pas conserver un club avec une image de corruption au sein de son gouvernement. Pour rappel, lui, il est du parti du peuple au pouvoir, donc il y a un peuple un peu plus de gauche, on va dire, que le parti Minju, qui est le parti démocrate, qui est un peu plus de droite. D'accord. Donc on est dans une lutte politique avec une victime Exactement. annoncée qui s'appelle Songnam. Après, sur les aspects corruption et tout, tu as déjà aussi publié pas mal d'articles là-dessus. On ne plaisante pas du tout avec la corruption en Corée du Sud. Donc quand un club Exactement. commence à avoir cette image-là, j'ai envie de te dire, il vaut mieux qu'il disparaisse. Il vaut mieux qu'il disparaisse. Sauf que là, on parle de Songnam On est FC. d'accord.
c'est pas du tout la même chose. Et ensuite, Shin Sang-jin apporte un autre argument qui là peut s'entendre complètement. Il considère que Songnam est aujourd'hui un club qui ne gagne plus. On ne peut pas lui donner tort. Ils sont aujourd'hui derniers. Et il considère que de tenir un club aussi lourd financièrement, parce que voilà, ça a des coûts qui ne sont pas négligeables, c'est pas en fait, c'est un abus de confiance pour les citoyens de Songnam, donc de la ville, parce que ça siphonne un petit peu le budget municipal pour un club qui ne rapporte rien, enfin de sa vision à lui. Et donc il se dit, si je vends Songnam, qui en plus est accusé de corruption, qui coûte cher, j'aurai Mmh. sans doute plus de budget et j'aurai une plus belle image, moi en tant que maire, pour la suite et pour faire fonctionner mon gouvernement municipal. Voilà, alors, on le dit, on le voit, on a expliqué quelle était la place de Songnam, on vient de vous expliquer la problématique, enfin, voilà, ce qu'il se passe actuellement. J'imagine, et justement, eu égard au fait aussi de la taille de ce club-là, de l'histoire de ce club-là, que les réactions à l'annonce d'une potentielle disparition de Songnam FC, les réactions ont été nombreuses. Exactement. Heu, on a, heu, on a d'abord les supporters de Songnam, ce sont eux les premiers impactés, qui ont tout de suite réagi. Donc les Blacklist, que l'on peut voir donc là sur la photo, qui ont déjà fait un communiqué où ils se rappelaient déjà de 2013 en disant qu'on avait fait des rassemblements il y a 9 ans, pour empêcher le départ du club. Il faut qu'on continue, il faut qu'on refasse la même chose pour conserver notre club dans notre ville. Là, la photo qui est, à l'image, c'est une photo qui a été prise lors du match face à Suwon FC, le 28 août dernier, donc il y a 2 semaines. Une Ouais, semaine, 1 semaine, on est que le 5 on est août, bien. le 5 septembre, où, dans ces banderoles, alors là, il y en a que 3, mais il y en a eu plein par la suite, où on avait des messages comme, à l'intention des joueurs: «Concentrez-vous sur le match, nous protégeons le club, notre couleur est le noir et pas la politique», ou encore: «Nous existons parce que nous sommes Songnam, l'histoire du Songnam FC continue ici». Donc c'est clairement, une volonté de dire: «Le club, il est à Songnam, il ne bougera pas». Il y a eu une pétition qui a été lancée sur le site de la mairie, qui voilà, qui ne vaut pour le moment que 2 000 signataires. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même, voilà, non négligeable. Et l'auteur de cette pétition a écrit: «Même lorsque son âme est impactée par la politique, nous sommes restés et l'avons protégé. De quel droit», et donc là il s'adresse au maire actuel, «de quel droit, vous donnez-vous le droit de vendre ou de dissoudre le Songnam FC que nous protégeons depuis longtemps?» Donc c'est vraiment, une guerre, on va dire, entre le maire et les supporters. On a même eu, et ça c'est la petite image qui fait plaisir, c'est un enfant de primaire qui a été jusque devant la mairie avec, une petite, voilà, une feuille A4 avec écrit dessus, «Longue vie au Songnam FC». Donc voilà, on dit on va même jusqu'à mobili enfin même les enfants se mobilisent parce que c'est leur club, c'est leur ville, ils ont grandi. Cet enfant a grandi avec le Songnam FC, il veut pas voir son club disparaître. Voilà, et même dans d'autres stades, parce qu'on pourrait penser que c'est uniquement une affaire de Songnam. Non, les autres stades, les autres supporters ont mis des banderoles, Suwon FC, Gangwon, Suwon Blue Wings. Il y a même eu des chants pour dire, «Songnam, accrochez-vous, vous allez rester à Songnam», et cetera. Donc tout le monde se positionne en termes de supporters parce que c'est un club historique qui est menacé de disparition. Je pense qu'en France, si on nous dit demain Saint-Étienne Ouais. risque de disparaître, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui vont réagir en disant: «Saint-Étienne, c'est notre histoire». C'est voilà, ça fait les grandes années du football français. Aujourd'hui, on ne pourrait pas voir Saint-Étienne disparaître. Bah, tu sais, sans me la jouer machin, très franchement, quand les Girondins, il y a eu quand Lopez a fait le chantage à la disparition du club, voilà, ça a fait bouger quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Alors, on n'est pas du niveau de Saint-Étienne en termes de palmarès, mais bon, on est quand même, enfin, je dis on parce que voilà, tout le monde sait que je suis supporter des Girondins, mais on fait partie des clubs historiques du championnat, comme Nantes, comme Marseille, comme Saint-Étienne. Si ces clubs-là, un jour, sont menacés de disparition, forcément, ça provoque des réactions. oui, et c'est là où on se dit que finalement en Corée, il y a quand même, un peu une culture football et voilà, des supporters, et c'est pas u alors on a vraiment l'impression, parce que les stades sont vides, que, il y a très peu, voilà, il y a très peu de gros mouvements de supporters comme on peut en voir en Europe, que le football, ça leur passe au-dessus de la tête. Bah, finalement, ces affaires-là montrent que les mecs sont unis et ont vraiment une culture foot en disant: «Bah, moi, je vais aller défendre le voisin. J'ai mon club qui est créé», parce que Gangwon s'est créé depuis 2014 ou 2012, je ne sais plus exactement. Hem
ils vont quand même défendre un club qui a une histoire qui est beaucoup plus grosse qu'eux et qui pourrait même leur prendre des supporters, puisqu'à l'époque, Gangwon n'existait pas. Donc, on voit que les Sud-Coréens, les supporters, en 2008 pour Gangwon, les supporters sud-coréens ont une conscience footballistique dans le pays, dans le Alors, paysage aussi du football local. tu parlais des supporters. Alors, je suis pas trop. Je sais pas. Tiens, c'est une parenthèse parce que c'était pas forcément prêt. Ils ont vraiment un moyen, des leviers d'action, les supporters? Alors, comme c'est un club, Un club de la comme c'est ville, un un club club de la citoyen, mais. ville, ils ont comme levier le conseil municipal, on en reviendra après. Ils ont des manifestations, ils ont aussi un gros pouvoir politique parce que comme c'est un club gouvernemental, bien évidemment, les actions du maire aujourd'hui, il va y réfléchir à deux fois, de se dire, je vais me mettre une ville à dos, je vais me mettre Hmm, une partie ouais. de mes concitoyens à dos, sachant que j'ai ma carrière politique à mener. Donc sur ce côté-là, ils ont quelque chose à jouer. Ils ont vraiment quelque chose à jouer, surtout qu'on sait qu'en Corée du Sud, des manifestations dans le calme, sans violence, etc., ont fait bouger beaucoup de choses. Ils ont quand même réussi à destituer leur présidente uniquement en se tenant debout dans la rue pendant des semaines, pendant des mois, voilà. Donc, je pense que s'il se met vraiment à dos, et je pense qu'à Songnam, la majorité des habitants souhaitent le maintien du club, il va y réfléchir à deux fois. Surtout qu'en plus, on a des personnalités locales qui parlent. On n'est pas uniquement dans des réactions de supporters. Du côté des joueurs, Wang Guizhou a réagi. C'est lui actuellement le joueur le plus connu en activité. C'est lui qui a une grosse fanbase à Songnam. Son surnom, c'est le fils de Songnam. Il est né là-bas, il a joué là-bas, il a été formé là-bas. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est aujourd'hui une fierté pour la ville. Je vous Et laisse ils lire ont, son post Instagram, hein. voilà, si vous arrivez à lire le coréen, il a quand même dit que Songnam devait rester à Songnam et qu'il espérait de tout cœur que le club reste dans cette ville-là. On a Kim Yong-kwang qui est aujourd'hui le gardien emblématique de Songnam parce qu'il a plus de 40 ans. Voilà, c'est un joueur qui est très reconnu, qui espère lui qu'en se maintenant en K-League 1, le club sera conservé par la mairie. Et il a quand même ajouté, le Songnam FC est un club prestigieux, il ne veut pas être laissé de côté dans l'histoire de la K-League, il est difficile de comprendre la décision de la ville. Donc, il a bien mis, lui, il s'est bien positionné, lui, contre la décision du maire de la ville qui a sorti ça, mais vraiment du jour au lendemain, en fait. C'est-à-dire que personne ne s'y attendait. Il a fait cette phrase dans une interview et il a un peu déchaîné les réactions en chaîne dans tout le monde du football. Ouais, parce que tu évoques le maire et tu évoquais tout à l'heure le conseil municipal, lui aussi a réagi. Exactement. Aujourd'hui, on a eu donc une information comme quoi le conseil municipal s'était opposé à la déclaration du maire en lui disant t'occupes pas de Songnam, occupe-toi du Songnam FC, occupe-toi des habitants et de la ville et à leur bien-être. Grosso modo, leur message était ça. Et là, la photo que tu affiches, c'est les membres du conseil municipal qui assistaient au match face à Ulsan ce week-end et qui se sont donc mobilisés contre la décision du maire. Et pour précision, le conseil municipal de Songnam est à tendance parti Minju, parti démocrate. Donc tout à l'heure, j'ai dit un peu plus à droite. C'est pas un peu plus à droite, c'est centre-gauche, mais c'est moins à gauche que le parti qui s'appelle Pouvoir au peuple. Et donc, c'est un conseil municipal qui n'est pas de la même tendance politique que le maire actuel. Donc, je pense pas, alors ça c'est ma vision à moi, qu'ils soient vraiment pour maintenir Songnam, mais ils sont plus dans on ne veut pas Ouais. que le maire fasse cette décision. On a vu qu'il y a des supporters qui étaient contre cette décision-là. Ils se sont engouffrés et ils ont décidé de soutenir les supporters. Elles Mais au sont, moins, ça fait réagir. elles sont quand les prochaines élections municipales? Alors, elles ont eu lieu il y a pas très longtemps. Donc, je crois qu'il y a quand même encore 3-4 ans. Je Ah ne ouais, veux pas dire de bêtises. ça va être dur de tenir. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas dans 6 mois, quoi. Non, mais après, je pense que s'il a envie, lui, de prendre cette décision-là, il n'aura pas les mains libres. Parce que je pense que le conseil municipal va devoir, on va dire, le, comment dire, le valider. Ouais, le conseil municipal peut opposer son veto à l'histoire, quoi. Exactement. Pardon, et je reviens sur ce que j'ai dit, j'y connais rien en politique, j'ai essayé de faire le malin. Le pouvoir au peuple n'est pas du tout de gauche, c'est le parti du président actuel qui est
Vous voyez, hein? Ah oui, il est vraiment pas à gauche, quoi. Pas du tout. Ok. Non. Ok. Ah, ok. En fait, Il il y a roule pas très à droite, vraiment. donc. Il roule assez à droite. Ok. Bref, et justement, ça sera la dernière question avant de clore la page Asie et ce dossier important, hein, sur Songnam, parce que vraiment, ne vous fiez pas au classement actuel. J'espère que vous l'avez compris avec tout ce passage. Allez lire l'article et vous comprendrez ce que représente ce club-là. C'est comme si l'année dernière, Baptiste a fait le parallèle avec Saint-Etienne. Il est vrai, hein. C'est comme si l'année dernière, vous découvriez la Ligue 1 et vous vous dites, ah, mais Saint-Etienne, c'est un détail dans l'histoire du foot français. Non, non, pas du tout. Quelles vont être les prochaines étapes pour le Songnam FC? Alors, Indépendamment du sportif et d'essayer de se sauver en K-League qui n'est pas gagné. Attends, ils sont revenus qu'à 4 points. Ça Oui. peut jouer. Voilà. Les prochaines étapes va déjà être de savoir si ils veulent vraiment dissoudre ou vendre le club. Ça, je pense qu'il va y avoir des discussions. Il va aussi falloir trouver, s'ils veulent le vendre et que c'est acté, un repreneur. Aujourd'hui, il y a une ville comme Yongin qui souhaite l'accueillir, qui pourrait être un potentiel candidat pour l'accueillir parce que c'est une ville qui avait déjà essayé de créer une équipe pour disputer la K-League, ce qui ne s'était pas fait pour X ou Y raison, qui a un stade de 37 000 places, qui accueille aujourd'hui l'équipe féminine de la Corée du Sud. Donc, c'est une ville qui a des arguments et qui, on sait, est intéressée. En plus, qui est juste à côté de Songnam. Donc, quelque part, on pourrait se dire, bon, bah, c'est juste un déménagement, sauf que Songnam ne s'appellerait plus Songnam, mais Yongin. Sauf que là, aujourd'hui, il n'y a aucune proposition sur la table. Il n'y a pas encore on va dire, d'entreprises qui se sont manifestées pour reprendre cette équipe. On a, alors dans la presse, on a eu l'intervention de, heu, alors c'est marrant parce qu'ils l'appellent A et B, comme à chaque fois ils font pour l'anonymat, de 2 personnes qui appartiendraient à des conglomérats qui souhaiteraient ou qui réfléchiraient à récupérer une équipe de K-League. Sauf que dans leur discours, c'est, «Attention, avoir un club de K-League, ça coûte cher, on n'est pas sûr de pouvoir le tenir». Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui est encore sur la table. Il y a juste une déclaration d'un maire tout seul qui a mis un peu le feu aux poudres et qui pose de grosses questions sur le maintien du club et qui, je pense, va maintenant partir sur un débat politique, au sein de la ville de Songnam et la K-League va juste assister à ça, de loin. Là où ça pourrait bouger, alors je pense que ça ne bougera pas, d'ici la fin de saison. Il faudra attendre la fin de la saison. En général, les clubs sont vendus entre, décembre, octobre quand ils sont créés, mais entre décembre et mars, parce que c'est là où on recommence la saison. Je pense que ça pourrait être à ce moment-là que ça bouge. Si ça n'a pas bougé, pendant la trêve hivernale, il y aura pas de modification et le club continuera d'être établi à Songnam. Si jamais il y a une modification, le club risque de grosses sanctions parce qu'il changerait de main en cours de saison, il changerait complètement même de budget, il changerait d'installation, et cetera et la K-League, elle, n'accepte pas ça en cours de saison et on sait très bien et on l'a vu avec Sangju Sangmu, quand ça change, ça repart en K-League 2. Donc quoi qu'il arrive, si jamais ils changent, ils sont relégués. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui d'y voir clair. On sait juste qu'il y a un maire qui a fait une déclaration et que c'est très mal passé et que ça inquiète beaucoup, que ça a fait un énorme tollé en Corée. Voilà. Et ben, donc on suivra ça dans les mois à venir pour une autre question qui n'a pas forcément un lien avec la K-League, mais pas avec Songnam, de Mister Karasu. Premier message dans le chat, bienvenue à toi. Il reste combien de matchs avant les playoffs? C'est 3, 4? Alors là, il reste 4 matchs avant la scission. Après, il y a encore 5 matchs, donc il en reste 9. Ah oui. Et après, on aura les playoffs d'accession ou de relégation. Et on verra si Songnam arrive à échapper de sa dernière place. Donc ils ont encore une dizaine de matchs devant eux pour se sauver. Exactement. Exactement. Voilà, et la suite, eh ben forcément, vous la suivrez notamment dans le 9-10 ou sur le site, on verra, hein, en fonction de ce qui se passe. Voilà, on va en rester là sur la page asiatique. Je vais te remercier, Baptiste, d'avoir été avec moi. Je vois que Pierre vient de réapparaître. Et si vous voyez Pierre réapparaître, c'est parce qu'on va partir du côté des Amériques. On va pouvoir justement libérer l'ami Baptiste. Tu vas pouvoir aller faire dodo, mec. Exactement. Moi, je vais pouvoir me coucher. Bonne fin d'émission à vous et à la semaine prochaine si on a un petit sujet croustillant Asie. On en aura forcément. Allez, à la semaine prochaine, Baptiste. On Salut va à tous. donc
de notre côté, je le disais à l'instant, passer du côté des Amériques. Et donc, passer aux Amériques, on va commencer. Voilà, je vous le rappelle, hein, comme ça va bien s'ancrer dans les esprits. On y va en plusieurs étapes. Une première partie où on fait un petit peu d'actualité. Une deuxième partie sur laquelle on se pose sur un dossier, une thématique qui est forcément aussi un petit peu dans l'actualité. Vous l'avez vu, que ce soit avec la spiritualité africaine ou l'histoire de Sangnam qui est menacée en Corée du Sud. La partie dossier de cette page américaine, ça sera pour Pierre, qui est juste ici. Et ça, on ira en Colombie. Donc, hein, si vous ne connaissez pas Pierre Gerbeau, voilà, maintenant vous savez que dès que vous voyez sa tête, c'est que vous allez partir en Colombie. Contraint et forcé, hein, parce qu'on est toujours contraint et forcé d'aller en Colombie. Pas vrai? Ouais. Non, on n'en parle pas. Il y a une histoire en plus qui est sortie cette semaine sur des Français à Medellín. Oui, j'ai vu passer ça. J'ai vu passer ça. Bon, après, j'ai pas l'impression qu'ils soient restés. J'ai l'impression qu'ils ont fait un petit peu de hors-piste aussi, les amis. Ouais, je te confirme qu'ils ont fait oui, ils ont fait des choses. Voilà, ce qu'il fallait pas faire. Voilà, je pense qu'ils ont fait beaucoup de hors-piste, ces chers amis. En attendant, on va faire la page un petit peu actualité et vous l'avez, certains l'ont deviné hein, quand ils ont vu mon maillot. Hein. Oui, c'est bien le maillot des Santiago Wanderers. Je sais que cette question elle a été posée plusieurs fois, donc maintenant vous avez la réponse. Ce sont bien les Santiago Wanderers. Vous le voyez ici hein, avec les 3 étoiles et c'est très important ces 3 étoiles parce que tout est parti d'une histoire lancée par un historien. Dino Villela, tel est son nom, qui vous voyez cet extrait, j'ai déjà oublié dans quel journal c'était, El Mercurio je crois, ou La Tercera, je ne sais plus lequel des deux, La Tercera peut-être, je ne sais plus, bref, je vous retrouverai ça si vous le souhaitez. Bref, il a juste déclaré, il a remis en question en fait un petit peu les origines et les premiers titres et les origines du football professionnel au Chili, puisqu'il a lancé une demande pour tout simplement faire reconnaître les titres de 1941 et de 1942 aux Wanderers, remettant aussi un petit peu en cause plusieurs clubs. Alors, plusieurs titres pour d'autres clubs. Je vais y revenir dans un instant. Alors, pour expliquer un petit peu pourquoi l'affaire a pris du poids, parce que cette demande de cet historien, elle a été reçue et validé par la fédération. Vous voyez l'exemple, vous voyez l'extrait du communiqué de la fédération chilienne, la NFP, hein, la fédération de football chilienne. C'est en date du 24 août dernier. Alors, si vous ne lisez pas l'espagnol, je vais vous le traduire grossièrement. Hein, que, en gros, concrètement, elle a répondu à la demande faite par l'actuel vice-président des Santiago Wanderers afin d'analyser les 2 titres régionaux de 1941 et 1942, puisqu'à l'époque, le club disputait son tournoi professionnel au sein d'une association qui s'appelait l'Association Profesional La Porteña de Football. Et voilà, ils rappellent l'histoire de Dino Villela, et la NFP a donc validé le fait et reconnu surtout le fait que ces titres de 41 et de 42 peuvent être reconnus comme des titres nationaux. Ce qui voudrait dire donc que nos chers Wanderers, au lieu d'avoir les 3 étoiles que vous voyez sur mon maillot ici, là, ils en auraient 5. Ça leur rajoute 2 étoiles. Je vous rappelle, enfin vous le savez peut-être pas, hein, mais les Wanderers ont été champions en 58, en 68 et en 2001. Ils sont actuellement en seconde division. Ils ont été relégués il y a quelques temps. Ils essayent de remonter. Pour l'instant, si vous voulez un point actualité championnat, ils sont un petit peu loin du leader, mais je vais revenir dans un instant. Et Dino Villela, il va même plus loin que cela. Alors, cette histoire a été reçue forcément avec joie hein, par le club. Hein. Vous voyez le tweet des Santiago Wanderers qui ont rajouté les 2 étoiles. Hein. Il est beaucoup souvent question d'étoiles hein, quand même, hein, quand on parle de football en Amérique du Sud. Mais, voilà, ils ont donc rajouté 2 étoiles à leur logo. Mais Dino Villela va plus loin puisqu'en fait, il considère que les premiers titres reconnus jusqu'ici comme des titres nationaux pour le football le professionnel chilien. Pour vous la faire courte, le premier championnat chilien s'est déroulé en 1933. Le premier championnat professionnel chilien s'est déroulé en 1933. Le premier champion, c'est Magallanes. Et en fait, cet historien nous explique, a raison en fait, hein, qu'à l'époque, le championnat, la première division chilienne ne concerne que des clubs de Santiago et donc, de fait, ne peut pas être reconnu comme un championnat
national. On est un petit peu dans les luttes avec les tournois régionaux à l'époque où le football était centralisé. En gros, cet historien considère que tant que le football n'est pas décentralisé, il n'est pas national. La conséquence, pour lui, serait que le premier titre véritablement national, le premier véritable championnat national au Chili serait celui de 1945, qui a été remporté par Green Cross. Et vous allez voir, on va en parler dans un instant de Green Cross. Et tout cela, ça met un petit peu le bazar, parce que ça changerait forcément certaines choses. Par exemple, Magallanes, premier champion du football chilien, perdrait tout simplement ses 4 titres. Il a été champion en 33, 34, 35, 38. Il aurait plus de titres, si jamais l'affaire venait à être validée finalement. Et de l'autre côté, par exemple, un club comme Colo-Colo perdrait les titres de 37, 39, 41 et 44. Donc il y a une vraie conséquence. C'est pas que de la bataille pour des petits hiboux, parce que les étoiles et le nombre de titres, c'est important quand on est au Chili, quand on essaye, et dans n'importe quel pays sud-américain, Pierre pourra vous le valider avec la Colombie, voilà, c'est important de compter son nombre de titres, à voir comment les choses vont évoluer. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, et on devrait voir à terme, ce maillot que j'ai là, ce maillot avec ces 3 étoiles pourrait être collector, parce qu'on imagine très très vite que les Wanderers vont rajouter ces 2 étoiles-là. Petit détail amusant, je le disais à l'instant, les Wanderers sont actuellement embarqués dans le championnat. Ils sont très très loin de la première place. Ils sont à 25 points du leader, donc eux ils vont se battre pour essayer d'accéder aux playoffs. C'est compliqué, je rentre pas trop dans le détail, il y a des playoffs pour l'accession, etc., sauf pour le vainqueur du championnat de 2e division. Et l'actuel leader de ce championnat de D2, c'est Magallanes, tout simplement. Donc voilà, ça devrait être sympa quand ils vont se croiser sur le terrain. Voilà pour la partie chilienne. On va monter un petit peu plus au nord sur l'actualité. On va aller cette fois-ci en Équateur. On va juste enjamber le Pérou. Quand on est chilien, on va pas trop au Pérou. Donc on va enjamber le Pérou, on va aller en Équateur. Comme ça, on pourra se rapprocher de la Colombie de Pierre aussi. Puisque c'était l'actualité de fin août, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être suivi sur les réseaux, avec cette grève des arbitres équatoriens à l'occasion de la 7e journée du championnat. Une grève qui a été consécutive à une agression qui a été reçue dont l'un des leurs a été victime, Alex Carras, lors du match qui a opposé, j'essaye de faire ça de tête, c'était Macara à Aucas. Je ne sais pas si tu te souviens, Pierre, je crois que c'était ça. Ouais, il y avait Aucas, ouais. Je me souviens qu'il y avait Aucas. Et je crois que c'était Macara, puisque c'est l'entraîneur des gardiens de Macara qui a agressé l'arbitre, si j'ai bonne mémoire. Donc les arbitres, à la suite de cette agression, ont tout simplement fait un appel à la grève. La fin de la 7e journée avait été reportée à l'exception d'un match, Guayaquil City contre Independiente del Valle. Mais les autres matchs ne se sont pas joués. Ça pose d'ailleurs un gros problème à la Fédé pour essayer de replacer ça, parce que en Amérique du Sud, c'est comme chez nous. Le calendrier avec la Coupe du Monde qui arrive, il est un peu dense. Mais ça, c'est pas le cœur du problème. Derrière, l'affaire a fait forcément réagir, et notamment le président de la Lega Pro, la LFP équatorienne, Miguel Ángel Lour, qui s'est montré scandalisé, d'autant que en fait, l'affaire, elle est arrivée dans un contexte déjà un petit peu pesant, puisque en 2e division, un arbitre avait été agressé cette fois-ci par des supporters lors de Deportivo Quito contre eux, et je viens de manger l'équipe contre qui il jouait. Est-ce que je l'avais noté quelque part? Je ne me rappelle plus. Espoli, voilà, c'est ça, si je l'avais noté. Et donc voilà, on était dans un contexte un petit peu chaud pour les arbitres équatoriens, dans le sens où ils étaient, ils étaient régulièrement agressés. La Ligue et la Fédération ont réagi. D'ailleurs, l'agresseur de Carras, l'entraîneur des gardiens de Macara, qui accessoirement a été viré par le club, encourt une peine allant de 2 à 10 mois, de 2 à 1 an de suspension. On verra ce que cela va donner. Mais alors c'est là, je dis ils ont réagi, mais la réaction, vous allez voir, elle n'est pas folle. Ils ont juste publié un communiqué dans lequel ils s'engageaient à assurer la sécurité des arbitres, sans en dire trop. C'est un petit peu bancal tout cela. Le fait est que voilà, on a repris depuis au pays. Je suis pas convaincu que la situation des arbitres ait beaucoup évolué. On verra ça dans les semaines qui suivent. Mais cette affaire a fait quand même pas mal de bruit. Elle a pas mal fait parler sur le continent. J'imagine qu'on en a parlé aussi en Colombie, Pierre. Et on va suivre la suite de près. Ouais, non, on n'en a pas spécifié. Enfin, on en a parlé. Après, nous, voilà, oui, on va y venir dans un instant, mais voilà, à ses propres problèmes aussi.
Donc voilà, on va y venir dans un instant aux autres arbitres. Vous allez voir, je vous l'ai dit qu'il y avait plein de passerelles dans l'émission ce soir. On était au Chili, on était en Équateur. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de celui qui fait le lien entre l'Équateur et le Chili? Byron Castillo, messieurs, dames. On va parler de Byron Castillo. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est ce fameux joueur équatorien qui est accusé par la Colombie, d'ailleurs, à l'origine par des journalistes colombiens, d'être colombiens et non pas équatoriens. Les Chiliens s'étaient saisis de l'affaire, y voyant un moyen de faire annuler les matchs auxquels il avait participé et accessoirement, y voyant un moyen de gratter une place à la Coupe du Monde, puisqu'ils étaient les seuls grands bénéficiaires de cette histoire. L'affaire avait été jugée par la FIFA, qui avait classé justement cette affaire au motif que les preuves qui avaient été fournies étaient à l'époque par la justice, on en avait déjà parlé dans un indice, étaient suffisantes. Sauf que les Chiliens comment dirais-je, n'ont pas laissé passer l'affaire, ils ont fait appel, et donc appel en cours. On a un rendez-vous maintenant le 15 septembre, donc dans 10 jours. Justement pour que Byron Castillo doit être convoqué par la FIFA. Son avocat dit qu'il n'ira pas. Mais bref, la FIFA va être encore obligée, le 15 septembre, de donner sa décision et on saura peut-être alors si le Chili ou l'Équateur aura le droit de participer à la Coupe du Monde Qatari. On verra, c'est pas sûr, surtout que le Chili, derrière, a dit que ils iraient jusqu'au TAS. Bref, la Coupe du Monde, c'est dans 2 mois. L'incertitude plane encore, c'est magnifique, c'est l'Amérique du Sud. Voilà pour la partie actualité. On va essayer de faire vite parce que je sais que tu es pressé, Pierre. Pour la partie dossier, on parlait d'arbitrage, on parlait de la difficulté pour les arbitres d'exercer leur profession. Il y en a qui actuellement ont beaucoup de soucis. C'est en Colombie. Alors on va essayer de poser en 3 points un petit peu ce qui se passe en Colombie par rapport à l'arbitrage. Le premier point, un homme qui attire beaucoup les regards et beaucoup la presse et les commentaires, c'est Iner Machado, l'homme qui est justement derrière tous les arbitres. Ouais, Imer avec un. Imer, pardon. Avec un M. Exactement. Du coup, c'est un ancien arbitre colombien. D'ailleurs, l'arbitrage colombien est vraiment en crise. Hein. Pour la première fois depuis 1990, il n'y aura pas de. Voilà, c'est lui, vous l'avez à l'image. Il n'y aura pas d'arbitre colombien à la Coupe du Monde. Voilà, c'était un arbitre, Imer Machado, qui était quand même assez médiocre. Hein. Il a commencé en 2007. Il n'a jamais arbitré en Coupe du Monde, jamais arbitré en Copa América. Voilà, il commence en 2007. Dès 2009, il a une polémique puisque c'était un match entre Real Cartagena et Millonarios. Il va demander le maillot de Tutu Valencia, qui était à l'époque à Millonarios. Et en 2016, il se fait recaler au test physique. Donc, fallait bien le caser quelque part et il s'est retrouvé donc, à la commission des arbitres et de la Fédé et notamment au VAR. Voilà. Et depuis, il ne cesse de se prendre des coups de bâton. Il critiquait vraiment, il y a notamment cette année, Marco Caicedo, l'ancien président de Deportivo Cali, qui avait lâché, ça avait fait la une d'ailleurs de beaucoup de sites. Le problème du football colombien, c'est Imer Machado. Et justement, tu évoques le VAR. C'est un peu l'objet de pas mal de polémiques. Alors, il y en a partout des polémiques liées au VAR. On ne va pas parler de l'Argentine, sinon on va passer 8 jours. En Colombie, il y en a aussi. Justement, il y a un vrai problème quand même avec le VAR. Je ne vais pas non plus parler de Roldan, etc., parce que sinon on va se fâcher, ça ne va pas être cool. Voilà. Mais il y a un vrai problème dans la gestion, de manière générale, dans la gestion du VAR, indépendamment des polémiques qui sont liées à certaines actions qui sont revues et qui ne sont pas correctement arbitrées. Voilà, ouais, exactement. D'ailleurs, ton ami Wilmar Roldan s'est encore fait remarquer ce week-end lors du Classico Capitalino. Toujours entretenir la légende, toujours. Voilà. Mais le VAR en Colombie, c'est Mediapro qui le gère. Vous connaissez tous, je pense que je n'ai pas besoin de présenter Mediapro. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est eux qui gèrent. Alors, faut savoir qu'ils couvrent à peu près 10 000 euros par match. Voilà, pour le VAR en Colombie. C'est quand même pas anodin à l'échelle du pays. C'est pris en charge par Mediapro ou c'est les clubs qui payent? Non, je pense que c'est la Dimayor qui paye. La Dimayor, ok. Ouais. Et alors, le VAR, avant cette année, il était sur 2 journées. La première année, quand il a été lancé en 2020, il me semble 2019-2020. Après, il est passé à 3 journées.
Donc, vous avez le VAR 3 matchs par journée. Pardon. Donc, c'est quand même, pour l'équité du championnat, c'est Ouais. bon, c'est déjà Voilà. moyennasse. Et d'ailleurs, ils voulaient faire sauter le contrat, l'a dit Maillard. Et en fait, Mediapro a forcé et a dit non, vous avez un contrat, vous y tenez. Et donc là, ils l'ont mis sur tous les matchs. Mais il faut savoir que, par exemple, sur un match du Mondial 2018, quand le VAR est apparu, il y avait à peu près 33 caméras VAR sur chaque match, dont des caméras exclusivement réservées au VAR. Voilà. En Colombie, c'est absolument pas le cas. Il y a 13 caméras, donc soit 20 caméras de moins. Et il y a aucune caméra exclusivement réservée au VAR d'ailleurs. Donc ça crée des situations vraiment assez ubuesques. Je pense notamment, il y a des hors-jeux où vous voyez les angles si vous regardez Donc, attends, je t'interromps 2 secondes pour que les gens comprennent bien. Concrètement, le VAR en Colombie, c'est juste des mecs qui regardent la retransmission télé. Exactement, tu as bien compris. Voilà. Et voilà, non, mais mais c'est juste pour bien poser, et aussi ça pose où se situe la problématique de l'utilisation de la vidéo en Colombie. Voilà, ce sont juste des mecs posés devant ce que le diffuseur leur montre. Exactement, voilà. Et donc, c'est quand même. Ils interviennent évidemment comme des arbitres VAR, entre guillemets, normaux, j'ai envie de te dire. Mais voilà, ce qu'ils regardent, ils regardent la même chose que moi. Voilà, Mais ça veut, fondamentalement, oui, c'est mais ça. ça veut dire qu'ils interviennent en fonction de ce que le diffuseur montre à l'écran. En fonction de ce que le diffuseur montre. Après, ils peuvent avoir des plans un petit peu. Ils peuvent demander à la réalisation d'avoir les plans, mais ce sera les plans des ralentis. C'est ça. Voilà. Voilà, ils peuvent demander en direct des ralentis, ce que nous, téléspectateurs, on ne voit pas forcément, mais après, ils auront des plans, les mêmes caméras qu'autour des stades. Et donc doivent juger là-dessus, et ça donne, tu le disais, des situations totalement folles. Ouais, il y a eu un péno, c'est hallucinant. Le VAR, là, en ce moment, les arbitres sont. Mais d'ailleurs, c'est une des critiques qui est faite à Imer Machado par rapport au règlement et même par rapport à la préparation des arbitres, tout simplement. Des arbitres qui ne sont pas prêts, qui ne connaissent pas le règlement. Voilà. On peut voir là-dessus, par exemple, vous voyez les 2 pieds de l'attaquant, le pied du gardien. L'action se passe clairement en dehors de la surface et pourtant, penalty. Et voilà. Et d'ailleurs, Tolima s'est fort logiquement plaint et a envoyé une lettre à la Di Mayor en disant non mais attendez, voilà, c'est quand même là une erreur manifeste. Voilà, des erreurs, on pourrait tout en passer. On pourrait passer tout depuis 2022, depuis le début de la saison. En fait, il y a eu il y a pas la semaine dernière entre Cali Magdalena où l'arbitre il est quand même pas très très loin. Il y a Teofilo qui met un gros coup de pied au niveau des reins. L'arbitre, il ne voit pas, il demande au VAR. Donc, les arbitres sont quand même pas très bien préparés, pas très bien placés toujours. C'est quand même assez compliqué. Mais d'un autre côté, ça pose quand même pas mal de questions. Le fait que Mediapro ait eu le contrat pour le VAR et ne propose pas, en gros, le service de VAR, puisqu'il s'appuie juste sur les caméras de télé du diffuseur, de la diffusion. Il y a quand même un souci. Et la Di Mayor pourrait attaquer là-dessus, parce que quand les arbitres colombiens vont arbitrer en compétition continentale, ils ont des caméras VAR. Ouais, après, je ne sais pas ce qui était dans le contrat entre Mediapro et Ouais. la Di Mayor. Voilà, et pour info, en France, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé le nombre de caméras sur les stades, mais c'est une autre entreprise, c'est Hawkeye, qui avait le contrat. Voilà, en France, il doit y avoir beaucoup plus que 13 caméras, je pense, autour des stades. Non, mais c'est surtout, tu l'as dit, c'est Hawkeye, c'est une société qui est, je vais pas dire spécialisée là-dedans, mais tu vois, qui a été faite que pour ça. Elle n'est pas liée au diffuseur. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, pas Elle du offre tout. un service complémentaire qui est uniquement pour les arbitres. Là, les gars, ils sont juste posés en train de regarder la télé. C'est une folie, quoi. Ah ouais, c'est la Colombie, tu vas me dire, mais c'est la Colombie. Et ça permet quand même aussi de pondérer par rapport aux erreurs qu'on voit, et on voit les limites du VAR justement avec cette histoire colombienne, comme le dit Paul Bismuth dans le chat. Tout dépend du bon vouloir du diffuseur, ça c'est clair, mais c'est surtout qu'on est aux limites, c'est-à-dire que si on veut mettre en place le VAR, il faut avoir les moyens de le faire, sinon autant ne pas le mettre concrètement. Exactement, et une autre limite, c'est les stades. On est sur quand même des stades
Oui. Voilà, en Colombie, on n'est pas, voilà, on n'est pas sur des normes 5 étoiles FIFA, UEFA. Donc, il y a des endroits où tu ne peux pas mettre ta caméra comme tu veux. Tu vois, on en parlait dans le podcast Bogota, mais au Techo, par exemple, tu ne peux pas mettre tes caméras comme tu veux et c'est très, très compliqué. Enfin, voilà, c'est un peu n'importe quoi et tu te retrouves avec des situations Et, tu te dis, mais OK. et ils ont quoi comme solution? Bah, Voilà, il n'y a pas de solution concrètement. voilà. Non, la solution, ce serait Ou entre d'arrêter le guillemets, VAR. d'arrêter le VAR, arrêter le contrat, ou alors tout simplement de renvoyer Imer Machado et qu'il soit un peu mis dehors par la Fédé. Mais on sait que ça ne se passera pas et ça ne se passera pas notamment pour des affaires hors football. Voilà, si vous regardez un peu Imer Machado qui a été voilà, dans l'œil du cyclone de la justice colombienne. Dans le viseur guillemets, surtout. Ouais, dans le viseur, oui, pardon, dans le viseur. Il y avait son Oscar Ruiz, qui est son supérieur, qui est aussi, voilà, qui a beaucoup de casseroles. Et c'est un peu compliqué. Et voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Et à part renvoyer Imer Machado, c'est voilà, et c'est un peu compliqué. Et au milieu de tout ça, donc, des arbitres qui doivent arbitrer avec les moyens du bord. Vous le voyez, imaginez-vous chez vous en train de regarder Canal+, par exemple, pour ne pas les citer, ou RMC, ou beIN, et faire et devenir assistant vidéo. Vous pourriez l'être en Colombie. Voilà. Vous voyez aussi ce dont parlait à une époque Michel Platini, je pense, qui était contre le VAR en disant que ça allait créer un football à 2 vitesses. On est en plein dedans. Exactement, totalement. On est en plein dedans et on continue de l'être et on le voit justement avec que ça soit le VAR ou la goal line technology. On en avait déjà parlé de la goal line technology à l'occasion des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 avec le fameux Panama-Costa Rica. Mais vous voyez, on est dans des footballs à 2 vitesses et les moyens ne sont pas donnés pour que justement, on se plaint parfois de l'arbitrage, on se plaint, vous voyez, il y a des dérives sur les arbitres, mais il faut aussi que les arbitres aient les moyens, les bons moyens pour pouvoir travailler. En Colombie, ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui et c'était important de vous raconter cette histoire qui est assez folle quand même. Ouais, voilà. Et du coup, il y a des polémiques arbitrales chaque semaine, pour pas dire chaque match. C'est ça. Bon, après, on en aura toujours, parce que voilà. Et voilà, je vais en profiter pour saluer Edakas, qui est content de nous retrouver en stream. Bah, écoute, bienvenue à toi. J'ai vu tout à l'heure que c'était ton premier chat message dans le chat. Je vais arriver à articuler. Je vais pouvoir te libérer, Pierre, si tu veux filer. Je vais te remercier. Juste avant Vas-y. Un petit cadeau quand même pour. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je voulais le garder pour la fin. Je voulais le garder pour la fin. Mais voilà. Alors concrètement, je vais vous le présenter. Pour expliquer les choses. Alors attends, pour expliquer les choses concrètement, on va essayer de mettre en place des petits tirages au sort et des cadeaux à gagner pour ceux qui vont soutenir la chaîne, qui vont prendre un abonnement, tout simplement. Alors on va mettre pour parler en langage Twitch, des sub-goals. Alors les premiers, ça va être un magazine, des livres de la maison d'édition, le Primer Abola, le 11 Caminos ou le Garincha. Voilà, les 2, 3, on verra. Et il y aura, une fois qu'on aura atteint, alors on va définir les paliers, ils ne sont pas encore complètement définis, il y aura Monsieur Pierre, je vais te mettre en grand. Attends, je vais te mettre en grand. Si vous êtes allé sur le site de Lucarno Posé, vous avez vu le maillot, l'article que j'ai fait sur Quentin dans l'Oua Toundra. Voilà, je ne suis pas revenu les mains vides. Voilà, gentiment, Quentin m'a offert son maillot. Premier semestre. Voilà, c'est un maillot du premier semestre qu'il a porté. Mais voilà, on vous le fera gagner. On vous le fera gagner, donc on va définir les paliers, ça sera fait d'ici la semaine prochaine. Je voulais le faire avant l'émission pour tout vous dire, mais j'ai un petit peu été débordé. Donc il y aura des paliers, et au début ça sera des magazines, ensuite des livres, et au final il y aura ce maillot porté. C'est important, c'est pas un maillot qu'on a acheté dans un coin, un maillot porté par Quentin Danlou, et je vous invite d'ailleurs à aller lire son portrait qui a été fait par Pierre sur le site. Je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite, voilà, comme ça sera fait. Comme ça, si vous ne l'avez pas lu, vous pourrez le faire. Et donc, d'ici quelques semaines, suivez-nous sur Allo et abonnez-vous si vous le pouvez. Vous pouvez le faire aussi avec des abonnements Prime. Il y aura un tirage au sort qui sera organisé dès qu'on aura atteint des paliers pour pouvoir justement participer à ces tirages au sort. Je vois qu'Edakas vient de suivre. Merci à toi pour le sub. Voilà, je peux te libérer, Pierre. Tu peux filer. Tu peux aller donner tes cours de français et convertir la Colombie à la langue française. Merci à tous. Allez, à la semaine prochaine.
Exactement. Tiens. Voilà, nous, on va avancer un petit peu dans l'émission. On est quasiment au bout. Ça va être l'opportunité pour moi. Je vais juste répondre à ta question, Edaka, ce que j'ai vu passer. Dans les autres pays sud-américains, est-ce que c'est la même chose pour le VAR? C'est variable. Franchement, super jeu de mots, merci, on continue. Et je ne sais plus qui tout à l'heure dans le chat m'a dit que je devrais mettre le tambour. Je vais y penser. Sur ces super vannes. C'est assez disparate. Ça vient d'être mis ça fonctionne pas trop mal au Brésil. Voilà. En Argentine, il y a des polémiques toutes les semaines. Ça dépend contre qui vous jouez. C'est-à-dire qu'il y a des clubs avec qui le VAR fonctionne pas très bien, on va dire. La bise à Barracas Central. Voilà. Donc il y a différents. C'est variable. On essaye de le mettre en Bolivie, mais c'est très compliqué. Au Chili, ça fonctionne plutôt bien. J'avoue, le Chili, ça fonctionne plutôt bien. Au Paraguay, ça fonctionne aussi plutôt bien. Donc voilà, il y a quelques pays où c'est problématique. En Équateur, je n'ai pas souvenir que ça soit problématique plus que ça. Donc voilà, la Colombie est vraiment un cas à part par rapport à la gestion du VAR. Voilà, on va arriver bientôt au terme. On a fini sur la page américaine. L'occasion pour moi, je parlais à l'instant de magazine, de vous présenter le numéro 20. Je vais le faire brièvement. Le numéro 20, voilà la couverture. Si vous êtes abonné, il est déjà dans votre espace client sur le site Lucarne Opposé. Donc si vous êtes abonné, vous pouvez y aller. Vous avez déjà le PDF qui est disponible. Si vous êtes abonné digital ou papier, puisque si vous avez un abonnement papier, vous avez aussi un abonnement numérique. C'est englobé dans le tout. Donc vous pouvez déjà commencer à aller le feuilleter. Il va sortir officiellement demain matin. On avait prévu de le faire sortir aujourd'hui, mais pareil, un petit souci, mais c'est pas un problème. Il va sortir demain matin. Je vais vous montrer son sommaire, puisque tant qu'on y est, le voici, son sommaire. Je parlais de passerelles qui ont été faites tout au long de l'émission. On parlait de clubs menacés de disparition avec Songnam. On parlait de Green Cross, premier champion, peut-être premier champion du Chili 1940, professionnel 45. Et bien justement, il y a un dossier consacré à ces clubs qui ont disparu. Vous voyez, on va vous parler du River Plate uruguayen, du Paulistano et de Friedenreich. Forcément, ça vous reconnaissez Marcelin derrière ça. On va vous parler de Green Cross et vous allez voir que l'histoire est absolument incroyable. Il va être aussi question, on parlait de spiritualité, de croyance, de clubs coréens et notamment un qui était lié à une église. Et puis des histoires assez folles aussi, que ce soit en Chine ou que ce soit du côté du Chili avec l'incroyable histoire de Lozapenko que je vous laisse découvrir. On fera un petit focus dans ce mag sur l'année 1992 où vous allez pouvoir croiser rien que ça, Junior et Flamengo et Tele Santana pour le parti brésilien. Et je vous raconte dedans l'histoire de la naissance de la sélection olympique australienne. Oui, la naissance en 1992 avec ses U23. Au programme aussi des rubriques que vous avez l'habitude de retrouver si vous êtes des habitués du mag. Un bel article de Romain sur l'Estadio Monumental de Lima. Jérôme vous parle d'un joueur incroyable, Santiago Bigote Lopez, joueur de Villa Española, club tout aussi incroyable. L'histoire est assez folle. Gabriel vous raconte l'histoire d'un documentaire mexicain qui remonte les différentes Coupes du Monde vécues par le Mexique et justement fait le parallèle avec l'illusion qu'elles peuvent porter auprès d'un peuple. Et enfin, vous avez aussi, vous l'avez vu, intercalé entre la rétro et ses rubriques habituelles, une interview de Florian Vallo, qui évolue aujourd'hui à Miami FC et qui a été formé au PSG, est passé par Monaco et a surtout une belle carrière américaine puisqu'il est passé par les bancs des universités américaines et qui est passé ensuite par la MLS. Il a joué du côté des Red Bulls et de Cincinnati. Tout ça, c'est à retrouver dans le Hello Mag numéro 20. Je rappelle, si vous n'étiez pas avec nous lors de l'annonce, que ce sera le dernier magazine classique sous la formule trimestrielle et même sous ce format-là, sous cette taille-là et cette organisation-là, puisqu'on va changer de formule l'année prochaine. On prépare autre chose. On a envie de passer à autre chose après 5 années de magazine. Le tout dernier, ça sera le numéro 21, qui sera uniquement consacré à des histoires de Coupe du Monde, un petit peu comme le numéro 3, si vous l'avez déjà lu. Voilà, on en a fait le tour. Je vous aurai les liens pour le mag dans la description si vous nous écoutez en replay. Sinon, ça se passe évidemment sur Lucarne Opposé. On arrive au terme de cette émission.
Il va me rester à vous donner quelques petits rendez-vous, surtout puisque vous le voyez, l'émission vient de reprendre, c'est la rentrée pour Lucarne Opposée. Il va y avoir d'autres rendez-vous qui vont venir. Si vous connaissez Lucarne Opposée et la chaîne un petit peu YouTube, vous vous souvenez peut-être qu'on avait fait à une époque une émission qu'on avait appelée Les Classiques, dans laquelle on regardait un vieux match. Et on commentait, on avait fait Brésil-Uruguay 70 et on avait fait Santos Flamengo, le fameux Neymar contre Ronaldinho. Sachez que les classiques vont revenir sur Twitch et cette fois-ci on mettra les images, tant qu'à faire. Il n'y aura pas de VOD mais on mettra les images, comme ça on pourra tous se poser et regarder les mêmes images, puisqu'à l'époque on l'avait fait un petit peu en mode radio en parallèle en vous mettant un lien. Là on regardera les images. Il y a déjà deux idées qui sont en tête, une au Brésil et une en Asie, je vous en dis pas plus. Ça va bientôt revenir sur la chaîne, donc vraiment, suivez la chaîne ou abonnez-vous si vous pouvez. Et le plus proche de nous, prochain rendez-vous avant l'émission de lundi prochain, ça sera dimanche soir à 22h. Et si vous êtes des fans de foot sud-américain, vous savez déjà ce qu'il y a dimanche soir à 22h. Il y a Boca River. Il y a le Super Classico, et bien on va se le faire ensemble, on va se le suivre ensemble. Donc voilà, on pourra voir Boca et River se mettre un petit peu sur la tronche pendant 1h30. Match qui s'annonce très intéressant, forcément parce que ça reste un Boca River et parce que les deux équipes sont quand même finalement pas très très loin au classement. Donc on sera ensemble dimanche. Le match coup d'envoi est à 22h, on viendra un petit peu avant. Et donc voilà, on essaiera de réinstaurer ces rendez-vous du dimanche soir. Voilà, il va me rester à vous remercier d'avoir été présent sur le chat, à vous remercier à ceux qui se sont abonnés durant l'émission, abonnés et qui nous ont suivis durant l'émission. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à suivre le mouvement. Et il me reste aussi à vous donner rendez-vous donc lundi prochain pour le prochain 9-10 à 21h. Pour une nouvelle session, ce sera la 23e, la deuxième de la saison 2. Et en attendant, passez une bonne semaine de foot et à dimanche soir pour le Super Classico. Salut tout le monde.